Donc, je vais vous présenter Frédéric. Frédéric Rousseau-Blas. Si vous ne le connaissez pas, c'est mon coup de cœur. Il est vraiment extraordinaire. Il a eu son doctorat de médecine vétérinaire à la faculté en 2015. Après ça, il a fait un internat à Daubigny. Daubigny en parle encore. Résidence à la faculté. Il a gagné la meilleure présentation de résident lors d'un congrès de le AVA, qui est leur board, leur collège. Il a passé son board en 2020. Il a travaillé à CVL, CVRS, c'est peut-être là que vous en avez entendu parler, ou comme conférencier. Et maintenant, il a joint l'équipe de Yvette Mobile. Donc, c'est un plaisir. Ce soir, nous allons parler de l'anesthésie des patients en cardio. Mais juste avant, Fred va vous expliquer un peu ses services, parce qu'il y a une offre de service quand même assez abondante à Yvette Mobile. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour la présentation. C'est toujours un peu gênant. Bonjour à tous. On a 145 personnes, là, c'est génial. Euh, comme Hélène l'a dit, je m'appelle Frédéric Rousseau-Blas. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de l'anesthésie du patient cardiaque. Rapidement, ce que je vais faire, en fait, pourquoi je me suis lancé en consultation, c'est que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de questions et des demandes de support dans les cliniques générales. Puis, je réalise qu'au final, c'est super dans les centres, il y a du travail de formation qui a été fait. Puis là, je pense qu'on va pouvoir mettre l'épaule à la roue pour aller faire plus de formation dans les pratiques générales, pour faire plus de support en présentiel, pour rendre les services d'anesthésie peut-être plus accessibles. Fait que c'est ça mon but. Si je résume rapidement mes services que vous pouvez retrouver là, avec le code QR, juste ici là, sur le site web, il va y avoir comme trois grandes familles de services. Je vous aide avec un patient, soit à distance, où je me déplace avec mon monitoring, avec mes drogues dans la clinique pour vous aider avec cette anesthésie-là. Il y a tout ce qui est formation aussi, soit à distance encore là ou en présentiel, pour réviser certains sujets, comme par exemple l'anesthésie du patient cardiaque. Et sinon, il y a le mentorat aussi. Le mentorat, ça peut être entre autres, je veux m'acheter un nouveau moniteur, mais je ne sais pas quoi choisir. Est-ce que tu peux me guider là-dedans? On fait une rénovation, on refait notre pré-op, on refait notre salle de chirurgie. Est-ce que tu peux me donner des pointers pour le côté anesthésique? Évidemment, je peux vous aider un petit peu avec le côté chirurgie, mais c'est sûr et certain que s'il y a des chirurgiens dans la salle, ils seraient mieux placés que moi pour vous aider. Fait que je suis bien content d'être là avec vous. Je vais essayer de faire ça fréquemment parce que j'adore donner des formations. Puis j'espère que je ne vais pas trop dire de niaiseries parce que c'est enregistré. Fait que, on va partir ça. L'anesthésie du patient cardiaque. Euh, et voilà. Donc, le plan de formation, en gros, on a trois grands volets. Puis à la fin de chaque volet, il va y avoir une période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Puis ce que je vais faire, moi, c'est que je vais arrêter. On va se laisser comme à peu près 5 minutes à chaque fois pour répondre à vos questions. Donc, première chose, c'est préparation et investigation. Donc, comment est-ce qu'on se prépare avant d'anesthésie ou même de sédater un patient cardiaque? C'est quoi les investigations qu'on peut faire aussi pour préciser, entre autres, le risque relié à l'anesthésie? Toutes des questions souvent qu'on se fait poser. Par la suite, on va essayer de revoir les objectifs des différentes maladies cardiaques. Parce qu'il faut sortir du moule où il y a juste soit l'état binaire cardiaque ou non cardiaque. Quand on est cardiaque, sans rendre ça trop complexe, il y a quand même quelques différentes maladies cardiaques qui ont tous des critères différents dans les objectifs puis dans la façon de les gérer. Et puis, finalement, on va parler de l'importance du monitoring. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont venus avec leur sel, ils vont prendre des photos du PowerPoint pour avoir des recettes. Malheureusement, les recettes, je vais essayer de vous en donner, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que ça va être plus sécuritaire pour votre patient. Puis ça, en fait, il y a une chose que vous allez retenir à la fin là, de la présentation, si c'est que le monitoring, ça va beaucoup plus vous aider, ça va beaucoup plus vous aider à diminuer votre taux de complications et de mortalité. Mais je pense qu'on aura réussi quelque chose ce soir. Fait que partons avec une coupe de mythes qu'on entend souvent. Donc, le chien a un souffle ne peut pas être anesthésié. Évidemment, je pense que la plupart d'entre vous savent que c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'un chien a un souffle qui ne peut pas être anesthésié, comme un patient âgé. C'est pas juste parce qu'il est vieux qu'il ne peut pas être anesthésié. La question, c'est plus est-ce que je me sens à l'aise de l'anesthésier? Est-ce qu'au-delà de me sentir à l'aise, j'ai les outils, les compétences les connaissances pour me sentir à l'aise de l'anesthésie? Il y a un papier qui est sorti en 2017, c'est pas si récent que ça, où ils ont comparé 100 chiens avec des maladies cardiaques avancées à 100 chiens sains au niveau cardiaque, mais en fait sains là, à tous les niveaux. Et ce qu'ils ont regardé, c'est quoi le taux de complications, dont les mortalités, entre ces deux groupes-là des procédures dentaires. Pardon. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que bon, dans les deux groupes, aucune mortalité. Dans les deux groupes, aucune ou peu de complications, puis le même nombre de complications, malgré le fait que les chiens qui étaient dans le groupe avec un souffle cardiaque étaient beaucoup plus vieux. Donc, ça a été fait dans un endroit, dans un centre de référence. Puis ce que ça démontre, en fait, c'est la conclusion de l'article, puis ça, je suis vraiment d'accord avec leur conclusion, c'est qu'au-delà du fait qu'on peut avoir des beaux protocoles,
il y en a 6 des drogues. On va les couvrir, là. Il y en a à peu près 6. C'est pas de la recette très, très difficile, là. J'aimerais ça pouvoir faire de la bouffe avec juste 6 ingrédients, je serais peut-être meilleur. Mais le fait est que ce qui va rendre votre anesthésie beaucoup plus sécuritaire, c'est le fait de regarder votre patient, de regarder son monitoring, d'avoir du monitoring, de savoir quoi regarder, de comment gérer les complications. Puis ce soir, on va en parler un petit peu. J'ai un protocole sécuritaire pour les chiens et chats avec un souffle. Donc, j'ai un protocole, ça s'appelle protocole chien cardiaque ou protocole chat cardiaque. Encore là, c'est une simplification quand même. Je ne vous dis pas d'avoir 75 protocoles différents, mais ces patients-là méritent une réflexion, une réflexion plus importante. Monitoring, je reviens là-dessus, hyper important. Gestion des complications. Puis en général, si on se fie à ce que je vois, opioïdes, benzodiazépines, c'est le protocole pour lequel on se sent bien. On se dit, yes, je vais pouvoir là, avoir des drogues qui n'ont pas trop d'effets hémodynamiques. C'est pas faux, hein? C'est pas faux qu'ils n'ont pas trop d'effets hémodynamiques, mais si vous les appliquez pas sur les bons patients, des fois, ils n'auront pas nécessairement des effets sédatifs très importants, pas trop de myorelaxation, puis on peut avoir d'autres complications avec peut-être trop de drogues d'induction ou trop de drogues de maintien qui devront être utilisées. Donc, je sais que ça peut être complexe, on va essayer de vous guider là-dedans, mais malheureusement, c'est pas aussi simple que juste dire dès qu'ils sont cardiaques, c'est toute la même maladie, puis on applique le même protocole. Tous mes patients cardiaques reçoivent un protocole adapté. Ça, j'adore la confiance, j'adore votre optimisme. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes jamais tombé sur un chien qui avait une maladie occulte, vous n'avez jamais manqué un souffle cardiaque, vous n'avez jamais manqué une arythmie. C'est faux. Fait que c'est pour ça que je mets vraiment l'emphase sur le monitoring, c'est que même avec le meilleur protocole sur la Terre, il va en avoir des choses qui vont merder. Puis il faut être capable de le reconnaître rapidement, puis surtout de savoir quoi faire. Pas juste pour le patient, mais pour vous aussi. Si vous savez quoi faire, votre niveau de stress va être beaucoup plus bas, votre journée va bien se passer, vous allez rentrer chez vous à l'heure, vous allez dire, hey, crime, ça a bien été même si avant, vous auriez stressé vous auriez été stressé, pardon, par rapport à cette journée-là. Puis le risque est le même pour n'importe quel chien avec un souffle ou n'importe quel chat avec un souffle. Évidemment, c'est faux. Puis aujourd'hui, on va essayer de couvrir comment on évalue le risque. Comment est-ce qu'on peut avoir une conversation sans faire trop peur au client, mais avoir une conversation pardon, honnête avec le client pour lui dire, ben, dans le cas de Fido, par exemple, ben, on a un risque plus grand pour telle raison. Voici ce qu'on recommande. All right, donc la préparation, hyper important de gérer la douleur et le stress, OK? Vos patients, en général, vous les connaissez. C'est sûr que là, j'explique les procédures d'urgence, exemple, un corps étranger, où le patient débarque, vous ne le connaissez pas, ou vous le connaissez, mais vous n'avez rien prévu, vu que c'est une situation d'urgence, puis il y a un souffle. Mais la plupart du temps, pour ces procédures de routine, vous connaissez bien vos patients, puis vous pouvez adresser ces choses-là à l'avance. Pour la douleur, évidemment, on va penser aux opioïdes, on va penser aux INS. Pour les chiens, on va penser à l'acétaminophène. Des blocs locaux régionaux, j'avouerais que c'est plutôt intra-op qu'on va y penser. Mais c'est vraiment important de l'adresser parce que ça a des gros impacts sur le système cardiovasculaire. Le stress, pas encore plus, mais autant, sinon plus, c'est un critère, je trouve, qu'on minimise souvent. On se dit, ah, j'ai peur de telle drogue, fait que je vais presque rien donner. Je vais donner genre de la saline au chien. Fait que c'est pas moi qui va l'avoir, c'est pas moi qui va l'avoir poussé vers la décompensation, mais on va être deux techs couchés sur le chat ou sur le chien en train de se battre avec. Sa fréquence cardiaque va être dans le tapis. Puis on pense qu'on aide ce patient-là, mais en fait, c'est beaucoup plus délétère là, pour sa maladie cardiaque, en général, les tachycardies sévères. Donc, approche patient calme versus patient anxieux versus patient agressif, c'est important. C'est important quand même de ne pas faire tomber tous vos patients dans la même recette parce que c'est pas vrai qu'ils sont tous pareils, surtout les patients avec un souffle. Planifiez le timing et l'équipe, OK? Essayez quand même que vos patients avec des souffles, surtout ceux qui ont le plus de risques, de le faire une journée où vous avez votre équipe qui est à l'aise de gérer ces patients-là. Vous avez de l'équipement qui est adéquat aussi, puis vous ne le faites pas à 5h30 quand la clinique a fermé à 7h, mettons. T'sais. Fait essayez juste de calculer ça pour que vous ayez du temps pour gérer les complications, puis que ce patient-là puisse être supporté autant qu'il y en ait besoin finalement. Dans les drogues qu'on va donner, donc les pré-prémédications orales, ma première ligne pour les chiens en général, vous le savez pour ceux qui m'ont déjà vu en conférence, ou Geoffrey Trucchetti aussi, même chose pour Graham, Trazodone 5 à 10 mg par kilo, à adapter selon le poids du chien, évidemment, poids maigre, à adapter selon la taille de l'animal aussi. Si c'est une race géante, ben, on va plus bas, puis si c'est une petite race, on peut aller plus haut. Gabapentin, 10 à 20 mg par kilo, plutôt ma première ligne de chat. On peut aller des fois un petit peu plus haut. Puis aussi toujours pour les deux, adapter selon le tempérament du patient. Le petit tableau à droite, je sais que c'est écrit petit, c'était juste pour montrer toutes les conséquences physiologiques de la douleur ou du stress. Puis entre autres, au niveau cardiovasculaire, ce que ça va faire, tachycardie, relâche de catécholamine, fait que plus d'arythmie, augmentation de la pression moyenne, potentiellement hypertension, qui va ajouter aussi du stress au niveau cardiaque. Donc, on a beaucoup de raisons de ne pas vouloir là, avoir des patients douloureux ou stressés, surtout quand ils sont cardiaques. L'évaluation du risque. Donc, premièrement, on va regarder le signalement du patient. Hein, on a des races, des fois, qui ont des maladies plus importantes. Puis,
pas juste dans la sévérité, mais que cette maladie-là, en général, c'est de moins bonne nouvelle. Je vais vous en donner un exemple. Les cardiomyopathies dilatées, ben, en général, c'est de moins bonne nouvelle des fois que d'autres maladies. Il y en a des cas légers, mais au niveau anesthésique, sont plus difficiles à gérer. C'est ce qu'on va réviser aujourd'hui ensemble. C'est lesquels qu'il faut faire. Il faut tous faire attention, mais c'est lesquels qui doivent vraiment sonner une alarme là, dans notre tête. Donc, au niveau du signalement, on a vraiment tout plein, évidemment, de races. Il y en a des nouvelles à chaque jour. Là. Des fois, on me demande c'est quoi ça, j'ai aucune idée. Puis, je vous ai mis ce tableau-là juste pour référence. C'est un tableau qui résume les maladies classiques congénitales et acquises de plusieurs races. Comme ça, des fois, quand vous avez un souffle cardiaque puis que vous n'avez pas nécessairement des examens complémentaires, bien, vous pouvez quand même vous fier à votre examen physique et à ce tableau-là pour essayer de voir c'est quoi finalement les probabilités que ce soit une maladie mitrale, par exemple, une sténose aortique, une sténose pulmonaire, une CMH pour le chat. Anamnèse, super important. Je trouve que souvent, on passe vite là-dessus. On focus sur notre examen, puis c'est bien l'examen, mais l'anamnèse nous donne tellement d'informations. OK, s'il y a des signes de décompensation à la maison, fait intolérance à l'exercice, tout, syncope, fréquence respiratoire au repos ou quand il dort qui est accélérée, ben, il faut vraiment que ça vienne encore là sonner une petite cloche pour dire, écoutez, c'est vous qui décidez, mais si on n'investigue pas, j'ai plus de risques pour ce patient-là qu'un patient cardiaque où il n'y aurait pas de signe de décompensation. L'examen physique, hyper important. Souvent, on focus juste sur le fait de hey, je l'ai entendu le souffle, il y en a un souffle. C'est bien, good job d'avoir entendu le souffle, mais essayez peut-être de vous poser la question, quelle est l'aire d'auscultation où j'ai entendu ce souffle-là? Évidemment, les souffles plutôt basales, c'est souvent plus des souffles du côté gauche, aortique ou pulmonaire, plutôt apexiens, c'est plutôt mitral, du côté droit aussi, c'est tricuspidien. Je vous ai mis un petit résumé des aires, le pulmonaire, aortique, mitral, le rond en bas à droite, là, jusqu'à la lettre noire sur noir, là, je viens de réaliser ça, mais c'est T pour tricuspide. Puis, en plus des aires d'auscultation, on va aussi avoir la qualité du souffle. Donc, un graphique que je trouvais super intéressant, pas un graphique, mais ouais, un schéma, une illustration, pardon, c'est justement en haut à gauche, du côté gauche, on a les différents types de souffle. Je ne sais pas si vous voyez les petits zigzags, finalement, là, c'est les ondes sonores qu'on entendrait. Donc, on voit que dans la zone apexienne, MR, c'est pour mitral regurgitation, donc une régurgitation mitrale, on va avoir plutôt un souffle holosystolique, donc qui va durer toute la systole. On a, par exemple, au niveau des sténoses subaortiques ou sténoses pulmonaires, plutôt un souffle de type crescendo, décrescendo. Au niveau tricuspidien, régurgitation, on a deux choix, soit décrescendo ou holosystolique, mais c'est juste pour peut-être faire un rappel pour certaines personnes. Peut-être qu'il y en a qui n'avaient aucune idée que la qualité du souffle peut vous aider des fois à préciser certaines choses en plus de l'anamnèse, en plus du signalement. Puis, si vous ne l'avez jamais fait, c'est juste de commencer à l'écouter et de dire, ben, ce souffle-là, est-ce qu'il sonne pareil qu'un autre? Puis, avec la pratique, vous allez pouvoir acquérir une expertise par rapport à ça. L'intensité du souffle, super important aussi. Tout le monde le sait, je crois qu'en général, on ne peut pas juste dire que vu qu'un souffle est de faible grade, ben, c'est automatiquement une maladie cardiaque qui n'est pas importante, hein, c'est faux. Il y a certaines maladies pour lesquelles, en général, l'intensité du souffle est plutôt reliée à la sévérité, par exemple la sténose aortique, sténose subaortique. Mais sinon, pour les autres maladies, ben, c'est sûr et certain que ça nous prend un diagnostic pour vraiment déterminer c'est quoi la sévérité de la maladie. Mais en général, une maladie qui progresse, un souffle qui progresse, c'est rare que ça progresse dans le bon sens. Fait que c'est quelque chose à garder en tête. Les arythmies, évidemment, ce n'est pas juste votre auscultation pour le souffle, la qualité, l'intensité, c'est savoir s'il y a des arythmies, s'il y a des déficits de pouls aussi. Donc, prenez un pouls en même temps dans un endroit qui est calme, super important. Souvent, je vois les gens ausculter en plein milieu d'un pré-op ou proche d'une salle de consultation, il y a plein de bruit. Essayez de vous isoler, ça fait une grosse différence. Facteur de risque pour la décompensation, dans tout ça, en fait. Fait que je fais l'addition de, oh, OK, ouais, c'est un Doberman, j'ai un souffle de grade 4 sur 6, j'ai un patient qui a de la toux à la maison, ben, j'espère qu'il faut que ça fasse 1 plus 1 plus 1 égale risque, puis on va fortement recommander une évaluation, que ce soit la cardiologie ou selon la capacité des gens, d'autres évaluations qu'on va couvrir à l'instant. Donc, en parlant de ça, justement, les examens complémentaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour préciser c'est quoi la maladie cardiaque? Allons voir ça. Donc, dans les différentes investigations, on va, évidemment, le gold standard, c'est toujours une consultation en cardiologie. Pourquoi? C'est que c'est la seule qui nous permet d'avoir un diagnostic précis. Donc, avec ce diagnostic-là, on n'aura pas juste c'est quoi sa maladie, mais on va pouvoir aussi savoir est-ce qu'il y a besoin de stabilisation, est-ce que c'est quoi la sévérité, puis le pronostic du patient par rapport à ça. Peut-être ça va remettre en perspective certaines choses qui devraient être faites. Évidemment, dans un rapport d'échocardio, quand vous le recevez, j'adore qu'à la fin, on nous digère l'information et on nous dit, ben, Fluffy a une maladie mitrale sévère. Voici les médications que je recommande, bénazéprile, pimobendan, pas de furosémide pour l'instant, bon, peu importe. Donc, c'est bien, mais vous pouvez aussi
aller lire, sans nécessairement aller dans le tableau des chiffres qui est complexe, même juste dans le paragraphe, souvent on parle de la fonction systolique. Super important de savoir, est-ce que le cœur contracte bien? Ça va faire une grosse différence sur la stabilité de votre anesthésie. C'est quoi les risques d'insuffisance cardiaque congestive? Donc, en gros, est-ce que son oreillette gauche, elle est très grosse? Est-ce que la pression dans son oreillette gauche, elle est déjà augmentée? Est-ce qu'il y a de l'hypertension pulmonaire? Est-ce que justement, il y avait des arythmies à l'examen? Tout ça, ça devrait vous donner d'autres pistes d'informations pour juste faire une dichotomie entre peu de risques ou plus de risques. Si la consultation en cardiologie n'est pas possible, bien évidemment, la radiographie thoracique reste un outil hyper utile. Je ne suis pas un professionnel de la radiographie. S'il y a des imageurs dans la salle ou chez vous, là, ça va me faire plaisir de vous laisser la parole. Mais en général, on va regarder s'il y a de la cardiomégalie, s'il y a une augmentation de l'oreillette gauche, ce serait la petite ligne verte ici, s'il y a une dilatation des vaisseaux pulmonaires. Ici, on aurait la veine qui est plus grande que l'artère. Donc, tout ça va faire en sorte que, OK, il semble avoir une surcharge vasculaire au niveau pulmonaire qui pourrait justement nous dire qu'on est proche ou on va avoir de l'œdème si on avait des signes d'œdème au niveau de la radiographie. Chez le chien, en général, c'est le meilleur test autre que la consultation cardiologie, je dirais, pour investiguer le risque de décompensation. Ça ne donne pas un diagnostic, mais pour le risque de décompensation, c'est super. Pourquoi je dis chien? C'est que des fois, chez le chat, c'est sûr que si je m'appelle Marc-André d'Anjou, évidemment, ça va être hyper bon, mais je trouve que souvent, chez le chat, c'est un peu plus difficile à lire. Puis, ce que je parlais avec les cardiologues, c'est que ce n'est pas toujours relié les signes radiographiques aux signes échocardiographiques chez le chat, versus chez le chien. Il peut y avoir des différences aussi, mais des fois, c'est un peu plus relié, puis c'est plus facile à voir aussi. Un POCUS, donc un Port of Care Ultrasound, on appelle ça avant TIFAS, c'est un peu différent, c'est plus un examen qu'une FAS. Là. Mais en gros, on peut faire un POCUS cardiaque, ça c'est vraiment, ça prend de la formation, mais on peut regarder le ratio oreillette gauche aorte qui va justement nous parler de la dilatation de l'oreillette gauche et donc est-ce qu'on a un risque de surcharge et d'insuffisance cardiaque congestive augmentée chez ce patient-là. Marqueur biochimique, j'ai marqué chat parce que le pro-BNP chez le chat est peut-être beaucoup plus sensible et spécifique pour au moins faire la différence entre un patient asymptomatique avec peu de risques ou avec plus de risques. Chez le chien, pro-BNP est utile dans certaines situations très limitées. J'ai un tableau qui s'en vient à la prochaine slide. Et les troponines, en général, sont peu spécifiques parce qu'ils sont rapidement affectés par des maladies, entre autres respiratoires. Okay? Donc, je vous montre le tableau. On ne passera pas une heure là-dessus, mais juste pour réviser rapidement, on va aller dans la partie du bas. Donc, la partie du bas, c'est pour les chats. Donc, c'est le NT-proBNP chez le chat, que ce soit le SNAP ou le test quantitatif. Mais on voit vraiment que si on prend la dernière section en bas, Asymptomatic Cat with Cardiac Risk Factors, donc en gros, c'est un chat asymptomatique, mais qui a un galop, qui a une arythmie, qui a un souffle cardiaque, ben, on est capable, avec ce test-là, selon le résultat normal ou anormal, ou moins de 100 ou plus de 100, on est capable de décider est-ce qu'il y a une chance, significant heart disease can be ruled out. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie cardiaque, mais une maladie cardiaque avec beaucoup de remodelage, avec des changements importants au niveau du cœur est beaucoup moins probable versus le résultat anormal où c'est l'inverse. Évidemment, chez le chien, c'est pas aussi simple. On peut pas juste prendre un chien. Puis pour l'instant, ça se peut que ça change. Il y a un nouveau test là, qui est sorti, mais pour l'instant, on peut pas juste prendre un chien qui est asymptomatique et qui a un souffle, qui est souvent ce qu'on a avant une anesthésie, et décider avec le pro-BNP, c'est quoi ses risques. C'est moins précis. Il faut vraiment choisir des chiens, en gros, qui ont déjà des signes respiratoires. Là, ben, ça nous aide à décider est-ce que les signes respiratoires sont dus à une insuffisance cardiaque congestive ou non. Sinon, les Doberman, évidemment, Doberman de plus de 3 ans dans l'étude, c'est si on faisait ce test-là et des fois qu'on le combinait avec un Holter, on pouvait plus facilement déterminer s'il était à un risque augmenté d'avoir une cardiomyopathie dilatée occulte. Donc, je fais un résumé. Je ne l'utiliserai pas vraiment chez le chien. Puis, s'il y a des cardiologues dans la salle qui veulent préciser et qui veulent ajouter des informations, s'il vous plaît, allez-y. Quand je dis que je ne l'utiliserai pas chez le chien, c'est en pré-anesthésie versus le chat, où je pense que si on n'a pas de test autre, ça peut être une bonne solution pour préciser le risque. Préparation, puis je vais prendre les questions après, les premières séries de questions. Donc, la préparation, gestion de la médication, super, super, super important. Un des guidelines, ça fait souvent qu'on vous le pousse, là, qu'on le présente, mais un des guidelines gratuits, vraiment, vraiment bien écrit pour tout le monde qui pratique en pratique générale, puis même n'importe qui pratique en centre de référence. Je trouve que c'est clinique, c'est pratique. C'est les guidelines de l'AHA. Puis les guidelines de l'AHA, il y a plusieurs tableaux, dont celui-ci, donc, où on nous fait nos recommandations pour les médications chroniques le jour de l'anesthésie. On a 3 sections. On a la section on les continue, on les arrête ou
ça dépend. Dans la section, on continue, on voit cardiac medications. Donc, Pimobandan, c'est sûrement la maladie où on a le plus gros consensus pour dire on devrait le continuer, hein. Ça augmente l'inotropie, la force de contractilité du cœur. Ça diminue un peu la résistance vasculaire systémique, mais en général, pas suffisamment pour causer une hypotension qui est sévère. Donc, génial, on le continue. En général aussi, le furosémide, c'est une drogue que si le patient en reçoit, ben, c'est qu'il en a besoin. Donc, on va vouloir la continuer, puis toujours évaluer là, selon son état d'hydratation. S'il y a des personnes en médecine interne dans la salle, je comprends que souvent, c'est la bataille cardiologie, médecine interne. Cardiologie veut donner full de furo, médecine interne est comme non, vous allez tuer les reins. En tout cas, fait que, faut juste garder en tête qu'il faut se fier à l'état clinique du patient. J'ai rajouté antiarythmiques. Les antiarythmiques, en fait, ça dépend vraiment de la chronicité et du dosage. Si c'est un chien qui en prend depuis longtemps, qui est rendu à des doses très élevées, ben, en fait, son corps est rendu dépendant de ces drogues-là. On a une modification sur les de ses récepteurs. Si on les arrête du jour au lendemain, ben, on risque d'avoir un kickback puis une arythmie plus grande versus un chien qui vient juste de commencer l'arythmie. Puis souvent, les cardiologues, en vue d'une anesthésie, vont des fois timer le début des antiarythmiques après l'anesthésie si c'est un cas léger de maladie cardiaque avec arythmie. Examen physique pré-anesthésique, hyper, hyper, hyper important. OK? Donc, examen physique pré-anesthésique, ce que je veux dire, c'est que vous l'avez vu 2, 3 semaines avant pour prévoir sa chirurgie, prévoir son anesthésie. Bien, c'est important quand même le jour de son anesthésie de le réexaminer rapidement. On va se focusser sur les systèmes les plus importants, évidemment, dans notre cas cardiovasculaire, respiratoire, état neurologique, hydratation. Donc, on va regarder, c'est pas nécessairement le temps de refaire un toucher rectal. Si vous voulez refaire un examen physique complet, libre à vous, mais je pense que côté efficacité, puis aussi côté pertinence, on va se fier, puis on va regarder, pardon, les systèmes les plus importants. Monitoring complet. Fait que là, j'ai mis souligné en gras, j'aurais dû le mettre Dolby Surround, là, mais monitoring complet, le plus complet que vous avez. Je comprends que vous allez me dire, mais moi, Fred, j'en ai pas de CG. Moi, Fred, j'en ai pas de capnographie. Mais c'est correct, on n'est pas là pour vous lancer des pierres. On va juste dire, ben, ce patient-là, il a un souffle, tout ce que tu as pris le temps de l'acheter, tu as pris le temps peut-être de te former pour savoir comment l'utiliser, ben, installe-le sur ce patient-là, c'est lui qui en a de besoin. Si vous voulez mon avis, ils en ont tous de besoin, mais si tu as besoin de faire un choix, il faut vraiment focuser sur les patients avec un plus haut risque, comme les patients avec des maladies cardiaques. Quand je dis le plus tôt possible, évidemment, ce n'est pas quand il débarque du char, là, c'est le plus tôt possible dans la période périanesthésique. Donc, si on pense qu'il y avait des arythmies, bien, des fois, on peut mettre le CG même avant de donner des prémédications. Si dès qu'on le prémédique, il est plutôt calme puis il tolérerait d'avoir justement pause du SPO2, ECG, pression, je vous encourage à le faire. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations pour prendre des décisions sur est-ce que ça va bien ou ça ne va pas bien. Dans les visites que je fais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cliniques qui s'équipent pour avoir des moniteurs dans les salles de chirurgie. Puis ça, c'est génial. Puis non seulement vous équipez pour des moniteurs, mais vous allez chercher la formation aussi pour savoir comment gérer ces moniteurs-là. Là où je vois qu'il y a encore peut-être du travail à faire, puis je comprends la réalité, là, à un moment donné, ça vient avec des coûts et je le réalise 100%, mais c'est qu'on a souvent une période dans le pré-op qui peut durer des fois 15, 20 minutes, ça dépend là, des cliniques, des fois c'est plus, des fois c'est moins, où on a peu de monitoring. Puis pourtant, direct après l'induction, c'est là où le patient a tendance à être le plus instable. On vient de donner une dose d'induction qui pourrait causer de l'hypoventilation, de l'apnée, de l'hypotension par vasodilatation. Et là, pendant ces 15-20 minutes-là, ben, si on n'est pas vigilant, donc entre autres avec nos yeux, regardez si le patient respire, continuez si vous avez un stéto à l'ausculter, si vous n'avez vraiment rien d'autre, mais on va être limité dans ce qu'on va pouvoir détecter à une période qui est quand même assez critique. Donc, je dirais juste, la période préopératoire, c'est souvent là où on commence à avoir des patients crashés, mais ce n'est pas parce qu'elle est si mal que ça, c'est qu'il y a un problème important, mais qui serait facile à régler qu'on ne détecte pas. Fréquence cardiaque, ça peut être SPO2, ECG, Doppler. Rythme cardiaque, évidemment, c'est juste l'ECG. En auscultant un patient, en prenant le pouls, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une CVP. Vous pouvez dire qu'il y a un déficit de pouls, il y a une arythmie, mais vous pouvez savoir c'est quoi l'arythmie parce que ça prend évidemment un ECG pour le diagnostiquer. La pression, que ce soit au Doppler ou à l'osciométrie, donc le brassard qui gonfle tout seul. Et l'oxygénation, la SPO2, en général, vous en avez. On n'est pas toujours nécessairement à l'aise à l'utiliser sur des petits patients. Des fois, on a des challenges aussi de taille de patients. Puis ça, on peut toujours réviser ça ensemble. Et la ventilation, capnographie, je dirais que c'est rendu quasiment 40% des cliniques qui ont un capnographe. Puis de ce 40%-là, j'ai goût de dire un 20-25% total, donc qui se sent à l'aise de l'utiliser. Gestion des complications, gestion des complications, gestion des complications. S'il y avait un protocole qui permettrait d'avoir jamais de complications, ben, je n'aurais pas étudié en anesthésie parce qu'on n'aurait pas besoin de moi. On n'aurait pas besoin de technicien de formation anesthésie, on n'aurait pas besoin de cours d'anesthésie à l'école. Ce serait juste recette, voici des drogues, vous faites toujours la même recette, puis ça va se régler. Malheureusement, ça n'existe pas, il y en aura toujours des complications. Puis ce qui va faire la différence entre un patient qui va bien ou un patient qui ne va pas bien, ou même encore plus, ce qui va faire la différence entre vous pouvez dire à votre client, j'ai un protocole sécuritaire, si vous voulez, où je me sens sécuritaire à anesthésier votre patient, mais c'est vraiment votre capacité à gérer ces complications-là.
je reviens avec mon article de tantôt, c'est le même que je vous présentais, donc il n'y avait pas de différence de mortalité et de morbidité, donc de complications entre des patients anesthésiés dans un centre qui avait des souffles et beaucoup plus vieux et des patients en bonne santé avec un âge plus normal, un âge adulte. Donc, ça ramène le point que notre connaissance de nos outils, drogue, monitoring et leurs effets, va vraiment déterminer la réussite de votre anesthésie. Il y a des questions. Je vais aller voir ça. Je ne sais pas. Je peux checker ça vite, vite. Tic, tic, tic. Parfait, on a clarifié certaines choses par rapport à la taxe. C'est super nombre d'heures qui demandent ainsi que le numéro de membre sur le certificat, mais ça demande un certificat quand même. Oups. Euh, Oups, désolée, je suis vraiment bêneur, j'étais sur mute. Donc, oui, oui, vas-y. des questions plus vers le bas dans le chat. Sur le pro-BNP, il y a quelqu'un qui a posé est-ce que le pro-BNP chat fonctionne si le patient est un chien? Et là, il y a des gens qui ont eu de l'information de la compagnie, du manufacturier, si je comprends bien. Euh, Selon la compagnie de production, le Snap Pro BNP n'est pas valide chez le chien. Les résultats sont indicatifs de rien. Ben, Euh, j'aimerais ça préciser dans le sens que je suis d'accord avec toi. On ne peut pas prendre un chien qui est non symptomatique. Donc, juste, j'ai un souffle, mais j'ai aucun signe à la maison. Et se fier aux résultats parce que là, tu prends une grande population avec une prévalence, des prévalences de plusieurs maladies différentes, de sévérité différentes. Par contre, dans mon tableau, comme je vous ai montré, si on veut faire, exemple, le suivi d'un chien qui a une MMVD, donc une régurgitation mitrale B2, ben là, s'il y a une augmentation au-dessus de tant de mois, là, ça a été prouvé dans les études que des fois, ça nous permettait de déterminer certaines choses. Chez le Doberman, plus précis. Donc, je suis d'accord, ce n'est pas un outil aussi généralisé et c'est pour ça que je ne l'utilise pas tant chez le chien. Mais je ne dirais pas que ça sert à rien, rien, rien. C'est juste qu'il faut l'appliquer à la bonne population de patients. OK. Puis là, la personne dit on parle spécifiquement du Snap Pro BNP ici, qui n'est pas valide chez le chien. OK, le snap. OK, pardon. Oui, excellent. Fait que versus le test quantitatif, honnêtement, vu que je ne l'utilise pas beaucoup, je me considère pas le professionnel de ça. Moi, j'ai juste regardé avec notre spécialiste avec qui je travaille au niveau des urgences, donc criticalist, puis nos cardiologues, puis il y avait la même réponse. Le snap chez le chien et le résultat quantitatif, c'est deux, on va nous apporter peut-être deux choses différentes, mais dans les deux cas, chez le chien, il faut vraiment bien choisir chez quel chien on fait ces tests-là avant de tirer quoi que ce soit comme conclusion. Pour le chat, c'est quand même vrai. Si je prends juste un chat qui n'a aucun symptôme, donc dans le tableau, je ne sais pas si vous avez vu, on avait chat avec signes respiratoires, puis on avait chat qui avait quand même des risques, donc souffle, arythmie, galop. Bien là, on peut peut-être plus tirer des informations. Si on prend, étant donné que la sensibilité n'est pas à 100% puis la spécificité n'est pas à 100% de ce test-là, de mémoire, je pense que c'est comme 80, dans les 90, 91 pour la sensibilité, peut-être 87, 94, j'ai dans ces chiffres-là là, pour la spécificité, mais si on l'applique à n'importe qui, on a plus de chances d'avoir des faux positifs ou des faux négatifs. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut l'appliquer potentiellement plus à un chat qui est à risque. J'inclurais dans à risque peut-être les races à risque. Vous avez une race à risque, puis le client est stressé, mais vous pourriez toujours essayer de faire un pro-BNP. Ce n'est pas une garantie autant qu'un échocardio, mais si le résultat est normal, étant donné qu'on a choisi un subset de chats qui ont plus souvent des maladies cardiaques, on risque d'avoir peut-être une spécificité qui est bien, une valeur prédictive positive qui est plus grande. Ouais. Parfait. Euh, Est-ce qu'il serait justifié de Même faire des tests. un snap pro BNP en préop pour un chat sans souffle ni arythmie pour détecter et prévenir une maladie cardiaque occulte? Justifié pour un snap pro BNP en prêt pour un chat sans souci. Ben, c'est ça, c'est ce que je viens de répondre en fait. Donc, OK. c'est par rapport à ça. Puis l'autre, je l'ai vu, c'est un oxymètre en préop. Est-ce que c'est assez? Ben, en fait, on va regarder l'oxymètre, qu'est-ce qui m'amène comme information. Je peux-tu repousser cette question-là à tantôt parce que j'en ai parlé du monitoring? Fait que Oui. c'est une excellente question. Puis on va l'aborder peut-être plus en détail. Si ça vous va, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais continuer. Non, pour l'instant, c'est beau. Super. N'hésitez pas. Prochaine ronde de questions dans à peu près 15 minutes. Maladie valvulaire dégénérative mitrale tricuspide. Moi, il fait vraiment chaud chez nous parce que mon air climatisé, elle ne marche pas. Fait que, on va y arriver. Maladie valvulaire dégénérative mitrale et tricuspide, c'est évidemment la maladie classique des petits chiens qui d'un âge plus avancé.
on va essayer de réviser ensemble c'est quoi les objectifs quand vous anesthésiez, sédatez un patient qui a un diagnostic de cette maladie-là ou que vous avez une suspicion que c'est la chose la plus probable. OK? Donc, dans les objectifs, la première chose à comprendre, c'est quoi le problème avec cette maladie-là. On a le graphique en haut à droite, c'est pas les beaux-arts, c'est pas l'école des beaux-arts, mais je pense que c'est assez clair. On a une régurgitation au niveau de notre valve mitrale. Donc, quand mon ventricule gauche se contracte, on a du sang qui retourne dans la valve mitrale. Et ce qui arrive, c'est qu'on a une surcharge volémique de notre côté gauche qui va entraîner éventuellement, potentiellement, une décompensation, donc un remodelage, puis éventuellement une décompensation selon la sévérité. Euh, L'important ici, c'est la sévérité. Quand vous avez ce rapport d'échocardio-là, on va le voir tantôt, mais il y a les B1, B2, C et D quand on a un diagnostic. Puis ça fait une énorme différence dans le risque de décompensation en anesthésie. Premier objectif avec cette maladie-là, minimiser l'augmentation de la post-charge. Si je simplifie la post-charge, c'est la résistance quand le ventricule se contracte c'est la résistance auquel le ventricule se heurte quand il va contracter, si vous voulez. Donc, on va avoir si une plus grande résistance à la sortie, à l'éjection du ventricule par la valve aortique dans la vasculature systémique. Si on a une plus grande résistance, le sang, lui, va aller toujours là où il y a de moins de résistance et ça va augmenter la régurgitation. Selon vous, qu'est-ce qui peut augmenter l'augmentation de la post-charge? Tout le monde va me dire les alpha-agonistes. Puis vous avez raison. Mais ce qu'on minimise, puis ce qui est en fait, ce qui est souvent aussi, sinon plus important quand on ne le gère pas bien, ben, c'est la douleur et le stress. Okay? Donc, un patient cardiaque qui ne reçoit pas grand-chose, que des fois on ne se sent pas à l'aise, et c'est correct. Les drogues, il faut que vous les connaissez bien pour être sécuritaire avec. Fait que s'il ne reçoit pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de sédation qu'il faut se battre avec, entre autres pour mettre son cathé, par exemple, ou pour réussir à l'induire, il faut pousser une quantité folle de drogue. Ben, tout ce stress-là, cette stimulation-là va être délétère, j'en ai parlé tantôt. Les alpha-agonistes, je ne dis vraiment pas qu'il faut les donner là, aveuglément. Okay? Les alpha-agonistes, je suis d'accord avec vous pour cette maladie-là. En général, on devrait les éviter. Les quelques fois que j'en utilise, c'est quand je sais, entre autres, que ma maladie est ACVIM B1 et pas plus haute que ça. Donc, je n'ai pas encore de remodelage. J'ai un souffle avec une régurgitation mitrale sans remodelage de mes chambres. Et je ne dis pas qu'à cause de là, je donne toujours des alpha-agonistes. Il faut que mon ratio risque-bénéfice soit en faveur de ça. Le chien est hyper calme, j'ai aucune raison d'en donner. Bon, il y en a qui pourraient être pas d'accord. Appelez-moi, on se fera un petit midi-causerie sur les alpha-agonistes. Mais en gros, si le patient est hyper agressif, ben là, je pense que dans votre ratio risque-bénéfice, on peut le considérer. Mais il y a d'autres drogues avant qu'on pourrait considérer, puis je vais vous en parler. Un autre objectif, maintenir une fréquence cardiaque normale à élever. Pourquoi? C'est que quand le cœur ralentit, on a plus de temps en diastole. Le temps en diastole, c'est là où le remplissage du ventricule se fait. Donc, plus de remplissage égale peut-être plus de régurgitation à la prochaine contraction. Et aussi, on a une petite diminution du débit cardiaque quand on a une régurgitation. Donc, avec une fréquence cardiaque élevée, bien, on peut peut-être maintenir un meilleur débit cardiaque. C'est un peu complexe, mais si vous retenez que c'est beaucoup mieux normocarde à légèrement tachycarde, pas dans le tapis non plus, mais légèrement tachycarde par rapport à la normale de cette taille de chien-là ou de cette race-là ou de ce chat-là, ben, ça va être mieux qu'une bradycardie. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Bien, savoir reconnaître et traiter la bradycardie. Vous n'allez pas pouvoir imposer les mains sur le chien pour dire augmente ta fréquence cardiaque, mais on a des drogues qui peuvent faire ça, entre autres le glycopyrrolate ou l'éphédrine, mais dans ce cas-là, peut-être le glycopyrrolate en premier parce que le glycopyrrolate ne vasoconstricte pas versus l'éphédrine le fait. Puis comme on a dit, une vasoconstriction, comme les alpha-agonistes, ben, c'est peut-être à proscrire sur une maladie mitrale parce que ça va augmenter la régurgitation. Minimiser les eaux fluoranes, c'est souligné, c'est en gras. Il faut vraiment, vraiment, vraiment là, que ce soit le but de toutes vos anesthésies de patients cardiaques. Le classique, c'est que tout le monde évite les alpha-2. En général, on a des bonnes raisons, puis on pourra parler de ces camps qu'on pourrait les considérer. Mais vu qu'on évite les alpha-2, on ne veut pas toucher à l'ACP, puis on donne presque rien en prémed, on se ramasse à donner beaucoup de Ketval, ou ben, Ketval en général, peut-être même à 5,25, on s'en tire encore, mais beaucoup de propofol, beaucoup d'alfaxan. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir un patient avec plus de dépression. Ces drogues-là ne durent pas nécessairement longtemps. Si votre chirurgie dure un peu plus longtemps, on va devoir mettre beaucoup d'isoflurane. Puis là, vous dites, yes, je n'ai pas donné de drogue qui faisait des dommages cardiaques, qui étaient mauvaises pour le système cardiovasculaire. Faut se rappeler que l'isoflurane, c'est extrêmement délétère. Ça diminue la contractilité, ça diminue la fréquence cardiaque, ça vasodilate, ça diminue le retour veineux. Donc, votre cœur ne se remplit pas bien, contracte pas assez souvent. Il faut vraiment comprendre que c'est une des drogues là, qu'on continue d'utiliser. Je comprends parce que c'est facile à utiliser, mais il faut la limiter le plus possible avec une bonne technique anesthésique comme des blocs puis un plan balancé. Éviter une surcharge volémique, ça, en général, vous êtes tous d'accord avec ça, vous êtes tous très sharp là-dessus, on ne fait pas de bolus de fluide.
c'est pas tout à fait vrai. Même on ne part pas les fluides, c'est pas tout à fait vrai. Il faut juste s'adapter à ce patient-là. Si on connaît la sévérité et à quel point il est prêt de décompenser, ben c'est sûr que là, on peut adapter encore plus parce qu'on veut quand même maintenir la précharge. On veut maintenir le fait que le cœur se remplisse bien. Si votre cœur est vide, ben, ça ne sera pas mieux pour cette maladie-là. Il va être sévèrement hypotensif quand même. Donc, on ajuste nos débits. C'est souvent une question qu'on me demande. Hein, le débit là, recommandé moyen dans les guidelines de la AHA pour le chien, c'est 3 à 5 ml par kilo par heure pour un chien qui n'a pas de souffle. Pour un chien avec un souffle, c'est 2 à 3 ml par kilo par heure. Pour un chat qui n'a pas de souffle, 2 à 3 ml par kilo par heure. Pour un chat avec un souffle, 1 à 2 ml par kilo par heure. Votre chat est hypotensif et vous pensez que c'est relié avec une hypovolémie parce qu'il saigne, parce que vous entendez certaines choses quand vous le baguez, par exemple, on pourrait en parler un autre tantôt, ben, vous avez quand même le droit d'y donner un bolus de fluide. Il faut juste toujours comprendre que c'est une décision vétérinaire, hein, chaque traitement. Donc, si vous êtes technicien, technicienne, évidemment, passez les informations avec le vétérinaire. Il est hypotensif, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu penses qu'on peut donner un bolus? Oui, non, pourquoi? Puis, pour les vétérinaires qui vont prendre la décision, ben, si vous en donnez, c'est juste des plus petits bolus. Donc, chez les chats, souvent 2 à 3 ml par kilo. On parle souvent plus d'un fluid challenge. C'est un tout petit bolus, 2 à 3 ml par kilo sur un 5 minutes. Chez les chiens, 3 à 5 ml par kilo sur un 5 minutes encore. Donc, petit bolus, mais sur un court laps de temps qui risque d'avoir un effet sur votre volémie sans non plus surcharger le cœur. On arrive à la fameuse acépromazine. Donc, l'acépromazine, pour l'interrogation, est-ce qu'on peut en donner? Mais quand il pense, les objectifs, c'est de minimiser l'augmentation de la post-charge. L'acépromazine, ça vasodilate un peu. Bien, en fait, ça vasodilate selon la dose. Donc, c'est dose dépendant. Plus vous en donnez, plus ça vasodilate. Donc, ce qui arrive, c'est que ça va diminuer la post-charge. Génial. Éviter la bradycardie. En général, l'aspromazine ne va pas tant causer de bradycardie. Si ça cause quoi que ce soit, c'est peut-être même une légère tachycardie parce qu'on va avoir une diminution de la pression. Donc, ce n'est pas mauvais là-dessus. Par contre, plus vous en donnez, plus vous risquez d'avoir de l'hypotension. Ça vasodilate comme l'isoflurane. Donc, deux drogues ensemble qui vasodilatent, mais c'est sûr que c'est suboptimal. OK? Donc, je me permets souvent, comme protocole pour avoir une sédation qui peut être intéressante, légère à modérée souvent, sur des patients cardiaques, de considérer l'aspromazine avec un opioïde. Donc, ça va être dans les drogues que je vais considérer, mais il faut quand même que je sois à l'aise de me dire, mais si vraiment hypotensif, est-ce que je suis capable de gérer ça? All right. Je sais que vous êtes venus pour des recettes. Je ne vais pas donner exactement des recettes avec des dosages parce que ça, vraiment, faut regarder comment vous travaillez. Il faut qu'on regarde dans votre clinique. Vous êtes à l'aise de gérer quel type de complications. Si vous, à chaque fois que le patient devient bradycarde, vous faites des syncopes, ben, on ne donnera jamais de dexdo. Si vous, à chaque fois que le patient est hypotensif, ben, on ne le réalise pas puis on ne le traite pas, on va peut-être baisser beaucoup notre isoflurane, on va baisser beaucoup notre ACP. C'est vraiment comment vous pratiquez qui va déterminer c'est quoi le bon protocole, pas juste le patient. Les stades de maladie cardiaque pour les stades AGVIM là, pour les régurgitations, les dégénérations mitrales, on va avoir le stade A, donc le chien est juste prédisposé. B1, donc on a un souffle cardiaque sans remodelage. B2, on a un souffle cardiaque avec du remodelage. C, il a déjà été en insuffisance cardiaque congestive ou il est en insuffisance cardiaque congestive, mais il répond au traitement. Puis D, ben, il ne répond plus au traitement ou peu au traitement. Quand on a ces patients-là, comme je l'ai dit, B1 est beaucoup plus je ne veux pas dire simple, il faut quand même savoir ce qu'on fait, mais moins de risques inhérents à la maladie versus B2 et plus. Pré-prémed, s'il vous plaît, toujours. Oui, mais le chien est calme. Oui, mais il est encore plus calme, vous allez avoir besoin de donner encore moins de drogue. Peut-être diminuer vos doses à ce moment-là s'il est calme, mais il faut quand même le considérer. Donc, trazodone et ou gabapentin. Prémed, un opioïde. Si c'est douloureux, ben un mu-opioïde. Sinon douloureux, peut-être plus du butorphanol. J'ai parlé d'acépromazine à faible dose. Benzodiazépine, point d'interrogation. J'ai pas de problème. Dans vos rapports d'échocardio, ça va être écrit que ça n'a pas beaucoup d'impact cardiovasculaire et je suis d'accord avec les rapports d'échocardio. Par contre, il faut qu'on l'applique à un patient qui va en bénéficier. Vous avez un berger allemand hyper agressif, jeune, pas néonatal ou pédiatrique, mais jeune. Il y a peu de chances qu'il va bénéficier de sa benzodiazépine. Fait que c'est vrai que ça ne fera pas rien de mal, mais ça ne fera rien de bien. On peut s'en passer peut-être. Il y a plein de patients chez qui les benzodiazépines peuvent être utiles. Les patients très vieux, pas juste qui sont vieux en âge, mais qui ont l'air vieux aussi. Là. Les patients très, très jeunes, souvent on peut parler de néonatal, souvent premier mois de vie là, pour le chien, pas le premier mois et demi chez le chat. Puis les patients très moribonds, affectés par une maladie systémique ou instable, ça peut être une drogue là, qui est intéressante. Alfaxan IM, je le mets un point d'interrogation. C'est une drogue qui est intéressante aussi. Il faut juste faire attention. Chez les gros chiens, ça fait des gros volumes. Souvent, ça limite son utilisation, puis c'est moins efficace parce qu'on ne peut pas aller aussi haut dans les doses. Souvent, on va donner n'importe où entre 1 à 2 mg par kilo. Et pour être franc avec vous, quand ça marche, c'est super, mais c'est vraiment des résultats qui sont variables. On va de peu de sédation à quasiment anesthésie. J'ai jamais vu des patients arrêter de respirer avec ça si le restant des dosages était adéquat, mais il faut quand même garder un œil sur ce patient-là. Il pourrait tomber rapidement. Préoxygénation, hyper important. Si vous voulez savoir pourquoi, n'hésitez pas à poser la question. Induction,
propofol, alfaxan, kétamine pour interrogation. Ben, la kétamine, en fait, dans la plupart de vos rapports d'échocardio, ça va être écrit de ne pas l'administrer parce que ça peut causer en fait une stimulation du système sympathique, ce qui est tout à fait vrai, et une potentielle tachycardie. Euh, les maladies cardiaques, souvent, ils ont déjà un système sympathique augmenté. Donc, c'est vrai que ça peut causer une augmentation de la fréquence cardiaque. Par contre, il faut comprendre que si un chien a reçu méthadone, a reçu acépromazine, a reçu propofol ou alfaxan, par exemple, puis de l'isoflurane, si je donne la kétamine n'importe quand durant la chirurgie à des petites doses, hein, parce que c'est dose dépendant aussi, ben, il y a beaucoup moins de chances que j'ai une augmentation de fréquence cardiaque. Puis si j'en ai une, elle risque d'être assez limitée parce que toutes les autres drogues que je vous ai mentionnées, en fait, vont avoir un effet chronotrope négatif. Donc, vont diminuer la fréquence cardiaque. Donc, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec les rapports d'échocardio, 100% d'accord, mais c'est plus si je prends le chien du voisin, puis je l'attaque, puis j'y pousse 5 mg kilo IM de kétamine, il va sûrement donner un tachycarde. Si dans mon protocole de prémédication, j'ai juste du midazolam, puis après ça, de la kétamine, ben oui, il va devenir tachycarde. Fait qu'il faut juste comprendre avec quel autre cocktail de drogue on l'administre. Maintien isoflurane le plus bas possible. C'est quoi bas? 0,7 à 1,3 %. Idéalement, on veut savoir combien il y en a dans le patient. Vous, souvent, ce que vous allez avoir comme information qui est tout à fait correcte, là, si on utilise bien notre machine d'anesthésie, c'est la concentration sur votre vaporisateur. Puis, en ayant des dosages aussi bas d'isoflurane, ben, on va être capable en général d'avoir moins d'effets cardiovasculaires négatifs. Monitoring complet, je ne pense pas que j'ai besoin de me répéter. Il est ici, le débit, j'en ai parlé. L'analgésie intraop, débloque, débloque, débloque. Si on n'en fait pas parce qu'on n'est pas à l'aise d'en faire, c'est facile à régler. On se fait de la formation, que ce soit des blocs dentaires, on peut faire de la formation, que ce soit des splashes, des injections locales, pour vraiment en bénéficier parce que c'est des drogues qui, quand ça fonctionne, ça fait une différence qui est massive. Des bolus intraop, s'il vous plaît, on fait des petits bolus. Votre patient, il dort déjà. Il n'y a pas besoin de se faire répéter une autre 0,1 mg par kilo d'hydromorphone, par exemple. OK? Donc, si je répète un opioïde, souvent, je le répète juste une fois parce que les opioïdes, ceux que vous utilisez pour la plupart, comme méthadone, hydro, vont durer 4 heures, 4 à 6 heures. Ça dépend un peu des dosages des études. Mais si vous venez d'en donner, mais il est encore sous son effet, donc si vous en répétez, ça ne fait toujours pas effet côté analgésie, choisissez une autre famille de drogues. Je n'ai pas mis des alpha-agonistes, je suis d'accord pour une maladie mitrale tricuspide, c'est peut-être pas ça que je répéterais, mais de la kétamine, ça, à petite dose, pas de problème. Quand je parle de petite dose, c'est peut-être 0,5 à 1 mg par kilo. Les drips, on peut en parler, c'est pas mon but aujourd'hui, mais il y a des drips qui peuvent être donnés aussi. Sans être complexe, on peut mettre ça dans vos fluides, puis c'est des choses qui vont vous permettre de diminuer votre isoflurane. Dernière chose, si votre patient est léger, mais il y a d'autres petits bolus qu'on peut faire. La kétamine, ça compte aussi. Le midazolam, super intéressant. À chaque fois que vous donnez un bolus, par contre, que ce soit pour l'analgésie ou que ce soit parce que votre patient il est léger, on va prendre un risque, si on donne une grosse dose, d'avoir un impact sur sa respiration. Donc, il faut juste s'assurer qu'il continue à respirer. S'il ne respire pas, vous l'avez intubé, ben, c'est parfait. Vous allez juste pouvoir le ventiler pendant quelques minutes, le temps qu'il reprenne sa ventilation. Puis, n'oubliez pas, vous avez donné un bolus, ça vous permet de diminuer votre isoflurane. Sinon, on ne bénéficiera pas de ce bolus-là. L'analgésie post-op, je donne juste des choix généraux pour un chien INS, plus ou moins acétaminophène, ou dans l'autre ordre, selon s'il y a des contre-indications. La prénorphine, il y en a qui ont la sustained release, donc euh, à relâche lente. Sinon, la prénorphine régulière, peut-être orotransmucosale, il faut doubler ou tripler le dosage. Souvent, on va le doubler parce que ça devient rapidement là, limitant côté coût. Puis le gabapentin, on se rappelle, ce n'est pas un analgésique primaire. Donc, si vous le donnez tout seul, il y a peu d'analgésie. Quand on le donne en ajout à d'autres analgésiques, ça peut complémenter, mais ce n'est pas pour tous les types de douleurs, surtout pas les douleurs inflammatoires. All right, j'ai passé plus de temps sur la maladie mitrale tricuspidienne parce que c'est elle que vous allez le voir le plus souvent. OK? Je veux quand même faire un résumé des autres parce qu'elles sont importantes. Puis la maladie, entre autres, sténose aortique pulmonaire, c'est une maladie qui est plus sévère. Ben, en fait, ils ne sont pas tous sévères, mais c'est celle qui a plus de risques, peut-être, si vous voulez mon avis, pour la gestion anesthésique parce que souvent, on n'est pas à l'aise ou pas équipé pour gérer certaines des complications qu'elle va entraîner. Donc, c'est quoi le problème d'une sténose aortique, sténose pulmonaire? Ben, on a une sténose qui est statique. Donc, vraiment, c'est pas. Des fois, il peut y avoir en plus une complication d'un effet dynamique, mais c'est plutôt. C'est moins probable. C'est moins fréquent, pardon. Donc, on a vraiment quelque chose de statique qui limite l'éjection de notre sang au niveau de notre chambre de chasse, que ce soit du cœur gauche ou du cœur droit. Donc, notre valve est rétrécie par du tissu fibreux. Puis, on a une résistance. Ce que ça fait, c'est que le cœur doit pousser plus fort. Le cœur, c'est un muscle. En poussant plus fort, ben, il va s'hypertrophier. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir éventuellement une diminution du débit cardiaque, puis aussi un déficit de remplissage. Les objectifs, donc, en partant de ça. Première chose, il faut maintenir la volémie normale.
Tout le monde va avoir peur de donner des bolus de fluide. Je suis pas contre ça. Il ne faut pas le surcharger. Mais il ne peut pas être hypovolémique parce que s'il est hypovolémique, ce qui va arriver, c'est qu'il a déjà de la misère à éjecter son sang. Imagine s'il n'y en a pas beaucoup qui vient remplir le ventricule. Mais on va avoir évidemment une hypotension sévère, une diminution du débit cardiaque qui est très sévère. Donc, gestion de la volémie, j'en ai parlé tantôt. Maintenir une contractilité normale. Si le fait qu'il y a si, en plus du fait, pardon, qu'il y a une résistance à l'éjection, ben, on diminue la contractilité du myocarde, on se magasine des problèmes. Là. On va se magasiner un forfait tabac, je pense. Fait que minimiser l'isoflurane, super, super, super important. Okay? Pas plus que 1 à 1,3 Puis c'est des chiffres d'année, ça peut être beaucoup plus bas. Là. Ça peut être zéro aussi. Là. Ça s'anesthésie des patients à 0 d'isoflurane. Il faut juste, évidemment, complémenter avec d'autres drogues. Si ça vous intéresse, on peut s'en parler. Éviter la tachycardie, éviter la bradycardie et maintenir un rythme sinusal. C'est pas mal, je sais que c'est plate à dire, mais il ne faut pas que ça bouge de ce côté-là. Si on bat trop rapidement, le remplissage ne se fait pas bien. Si on bat trop lentement, ben, vu qu'il y a une résistance à l'éjection, en étant lent, notre débit cardiaque est déjà diminué, donc ça le diminue davantage. Puis, on a un plus grand risque, vu qu'on a une hypertrophie du muscle cardiaque, d'avoir des arythmies, des fois ventriculaires, des fois supraventriculaires, selon les stades de la maladie. Donc, il faut être équipé pour les reconnaître et parfois à savoir comment les traiter, ou au moins, si on les reconnaît, mettre fin là, à l'anesthésie le plus rapidement possible et les traiter là, par le fait même, ou essayer de les traiter par le fait même. Donc, on évite la douleur, j'en ai déjà parlé, on évite le stress, on minimise l'isoflurane, j'aurais dû le mettre en gras, souligner en gras, Dolby Surround. Alpha-2 agoniste, point d'interrogation. Les alpha-2 agonistes, ça dépend vraiment de la sévérité de la maladie. C'est pour ça que il y a des gens, des fois, qui nous ont vu parler en conférence, on parle des alpha-2. Nous, on n'a pas l'air stressé dans notre utilisation des alpha-2, c'est parce qu'on révise dans quel cas on peut les utiliser et dans quel cas on ne peut pas les utiliser. Donc, je veux juste pas que ce soit, ah, ben si ils ne sont pas stressés, je vais les mettre à toutes les sauces, parce que ce n'est pas vrai. Okay? Vous allez en avoir des problèmes si vous utilisez des alpha-dogonistes sur toutes les maladies cardiaques. Mais pour une sténose légère, et ça, ils vont toujours le mentionner dans votre rapport d'échocardio, sous un diagnostic, on peut le considérer. Pour une sténose modérée à sévère, on prend plus de chance parce qu'à ce moment-là, le cœur est déjà, il doit générer un gradient de pression qui est très, très grand. Même juste une légère augmentation de la poche-charge pourrait augmenter trop cette pression-là, puis mener à soit des arythmies sévères, à une décompensation cardiaque ou à une insuffisance cardiaque congestive. Kétamine, point d'interrogation, j'ai dit éviter tachycardie. Donc, éviter kétamine par le fait même, ben, ça dépend c'est quoi les autres drogues que vous avez à bord et ça dépend c'est quoi la dose de kétamine que vous donnez. Un petit 0,5 mg par kilo IV, là, en général, on ne verra pas de tachycardie massive s'il y a d'autres choses à bord comme des opioïdes, comme l'isoflurane, par exemple. L'icopyrolate, si on l'utilise pour traiter, exemple, l'hypotension reliée à la bradycardie, il faut diminuer nos dosages, puis essayer de juste trouver le bon dosage qui va faire en sorte qu'on va augmenter sa fréquence sans le rendre sévèrement tachycarde. Malheureusement, des fois, ce n'est pas toujours relié là, à la dose. Même une petite dose peut causer une grosse tachycardie, donc allez-y peut-être avec parcimonie. Savoir gérer la bradycardie, évidemment, si on a besoin de formation là-dessus, c'est important parce que ce n'est pas toutes les drogues qui vont pouvoir vous aider à gérer la bradycardie. Il y en a qui vont en causer plus que d'autres. Il y en a qui vont avoir des effets secondaires, donc il faut savoir comment appliquer cette gestion de complications-là. Éviter la vasodilatation, vous allez m'en revenir, minimiser l'isoflurane, éviter l'hypotension. Acépromazine, point d'interrogation. Il n'y a pas de consensus, OK? Si on regarde en médecine humaine, si on regarde en médecine vétérinaire, il n'y a pas de consensus. Ça dépend encore là de la sévérité de la maladie. Une maladie peu sévère, c'est certainement possible d'utiliser de la cépromazine. À des petits dosages, s'il vous plaît. Plus vous vasodilatez, plus vous impactez le retour veineux, plus vous impactez aussi la pression. Là. Vous allez causer beaucoup d'hypotension. Des maladies sévères, ben, il y en a qui disent on pourrait peut-être le donner parce que ça diminue la post-charge, mais le problème, c'est que ça va diminuer aussi la pré-charge, fait qu'on va avoir des problèmes. Fait que c'est vraiment pas simple. Des fois, il faut choisir le lesser evil, là, donc peut-être la drogue qui a le moins de problématiques, qui cause un problématique, mais ce que je dirais, c'est que la cépromazine, il faut se rappeler d'une chose, c'est non réversible. Fait que quand vous le donnez, vous vous engagez. Je l'utilise souvent, mais je l'utilise quand je me dis il y a peu de chances que j'ai besoin de l'antagoniser. Sténose pulmonaire, on va finir avec ça pour cette maladie-là. Éviter la douleur, l'hypoxémie, l'hypercapnie, l'hypothermie. Pourquoi toutes ces choses-là? C'est que là, c'est un problème au niveau du cœur droit. Si on augmente la post-charge, donc la résistance de la vasculature pulmonaire, ben, on va évidemment causer plus de pression au niveau de notre ventricule puis de notre oreillette droite. Donc, les choses qui peuvent causer cette vasoconstriction-là au niveau des vaisseaux pulmonaires, c'est la douleur, c'est une baisse de saturation, donc c'est pour ça que c'est important de les préoxygéner. C'est une hypercapnie, donc c'est pour ça que c'est important de les ventiler. Puis avec un capnographe, mais vous savez exactement comment les ventiler. Vous savez que là, il est un peu haut, on va y en donner un peu plus. Ah, ben là, il se ventile bien tout seul. Juste en regardant son capno, on peut le savoir. Et l'hypothermie aussi vont causer ça. Donc, maladie plus complexe, je ne donnerai pas de recette parce qu'il n'y en a pas de recette. Il faut comprendre c'est quoi nos objectifs, les réviser. Vous pouvez prendre ça en note, vous pouvez prendre ça en photo, je n'ai pas de problème. Puis,
dans votre clinique, ben, on peut regarder quand vous avez ces maladies-là, avec les drogues que vous avez, puis votre aisance peut-être à gérer certaines complications, c'est quoi le meilleur protocole pour vous? J'ai rajouté une petite photo là, d'antibiotiques. C'est pas que c'est mon choix d'antibiotiques, c'est pas que j'ai un conflit d'intérêt avec cette compagnie-là, c'est juste que c'était celui qui était beau à mettre dans une présentation. Mais il faut juste se rappeler que les sténoses aortiques ont plus de risques d'avoir des endocardites bactériennes. Donc, il faut vraiment, vraiment penser à ces patients-là. Est-ce qu'on met un antibiotique? Sûrement qu'on devrait en mettre un intra-op. Je ne suis pas le pro des antibiotiques. Vous avez des questions par rapport à ça, je vais m'informer pour savoir, selon les différents types de procédures, c'est quoi les recommandations. Je vais peut-être faire une pause ici, prendre des questions. Je n'avais pas mis de série Oui, de questions, mais on j'en en ai a dit beaucoup. plusieurs. Puis j'en ai vu Ouais. beaucoup. On va se limiter à 5 minutes. Fait que peux-tu filtrer vite, vite les questions parce qu'il y en a que je pense que je vais OK, ça répondre. commence à 7h49 quand tu regardes dans le chat. Yes, parfait. Euh, Est-ce que Cas tu peux cardiaque les seulement répéter? pour les chiffres de fluide, oui. Les chiffres non cardiaques, je les ai dit, 3 à 5 chez le chien, 2 à 3 chez le chat. C'est dans les guidelines de l'AHA. La lidocaïne IV pour les chiens, vous en pensez quoi? Je pense que si on sait comment l'utiliser, ça peut être une bonne solution. Souvent, au niveau co-induction, ça peut même être en prémède, mais il faut que ça soit IV, IV lent. C'est une drogue qui a un index thérapeutique très, très faible. Ce que ça veut dire, c'est qu'une dose safe est pas si loin de la dose toxique. OK? Donc, si on l'utilise, il faut vraiment réviser c'est quoi les doses toxiques, comment est-ce qu'on identifie bien notre seringue, comment est-ce qu'on l'administre. C'est une administration lente, souvent sur un 1 à 2 minutes. C'est quoi que ça peut faire comme effet négatif si on l'utilise? Ça pourrait causer une petite vasodilatation, une légère diminution de la pression, mais je l'utilise fréquemment pour tout ce qui est douleur gastro-intestinale ou des chirurgies d'urgence gastro-intestinale chez le chien. Chez le chat, ils sont plus sensibles à la dépression cardiaque de cette drogue-là, donc je ferai vraiment attention. Midazolam donné IV a-t-il plus de chances de causer des effets indésirables versus IM en prémédication? Bien, en fait, oui et non, non et oui. Non, dans le sens où il n'y a pas plus de chances de causer des effets indésirables parce que deux choses. L'effet va être plus soudain. Euh, L'effet soudain, peut-être plus de sédation, aussi peut-être plus de désinhibition, mais tu as un caté, tu es prête. Tu sais quoi que ce soit, tu peux commencer ton induction à ce moment-là. Souvent, moi, c'est le même que je le donne. Je le donne en co-induction. Donc, je donne un peu de mon propofol. Quand je vois que le patient commence à ralentir, je donne son midazolam. J'attends 1 minute parce que le midazolam, ça prend environ 1 minute à 1 minute et demie à faire effet. Puis là, après ça, je suis souvent capable de couper ma dose de propofol ou d'alfaxan, par exemple, du corps, du tiers. Ce n'est pas la drogue magique là, pour diminuer nos doses, mais ça peut avoir un effet si on choisit bien là, nos patients. Vous avez parlé d'alpha 2 tantôt. La drogue est relativement neuve. Avez-vous de l'expérience, opinion sur Zen-Alpha? Oui, je le garde pour la fin. Pour minimiser l'ISO, le drip de kétamine est-il une option valide chez le patient cardiaque ou le risque de tachycardie rend cela trop risqué? Encore une fois, ça dépend de la maladie, ça dépend de votre combinaison. Pour une maladie mitrale, je n'aurai pas de problème. Pour une CMH qui a peu d'effets, mettons, qui a peu de drogue qui diminue la fréquence cardiaque, ben, je n'ai pas de problème, mais il va falloir qu'on considère le fait que ça pourrait augmenter votre fréquence cardiaque. Puis si vous le voyez, il faut le couper rapidement. Pour une cardiomyopathie dilatée sévère, pour une sténose aortique sévère, ben, je ne dis pas que c'est magique. Je ne vais pas vous dire, let's go, vous avez mon go, puis là, vous m'envoyez des tomates par la tête. Fait que c'est vraiment, je pense, plus une question de est-ce que vous allez le reconnaître s'il y a une tachycardie, puisque vous allez pouvoir vous adapter rapidement, couper le drip, puis décider c'est quoi, si c'est ça le problème ou si c'est parce que, exemple, il est douloureux ou il se réveille. Fait que j'ai le goût de dire que oui, en général, la kétamine a des petites doses, a beaucoup moins de chances d'augmenter la fréquence cardiaque, mais ça dépend de la maladie. Dose de bolus de kétamine chez le chien, 0,5 à 1, 0,5 chez les gros chiens, 1 mg par kilo chez les petits chiens. Puis même, ça peut être 0,5 aussi chez les petits chiens, il n'y a pas de problème. Chez le chat, si léger, pas mal la même chose. Ça peut être répété. Faites attention, vous en répétez beaucoup, puis on est proche de la fin, vous augmentez les risques d'avoir un moins bon réveil. Quel serait l'avantage d'induire en sandwich j'aime ça, induire en sandwich, là, ça me donne faim. Propofol, kétamine versus propofol seul. Fait que là, en général ou pour les patients cardiaques, déjà, c'est une question. En général, donc pas pour les patients cardiaques, si on donne un à 2 mg par kilo de kétamine, souvent je fais 2 mg par kilo de kétamine, on est capable de couper notre dose de propofol de moitié. Il faut juste s'assurer que quand on donne la kétamine, le patient a déjà un certain effet de sédation. S'il est complètement éveillé, vous allez peut-être avoir une rigidité musculaire s'il n'y a pas là, de myorelaxant dans votre prémédication. En général, je donne un peu de propofol. Quand le patient commence à relaxer, ben, je donne ma kétamine. Le propofol, en passant, toujours très, très lent, s'il vous plaît. Administration là, à effet lente sur 1 minute et plus. Propofol seul, justement, on va en donner plus. Si on ne donne pas de kétamine, dans mon exemple, ce qui va arriver à plus de vasodilatation, hypotension, puis aussi la diminution du respiratory drive, pardon, plus d'hypoventilation apnée. Bonjour, Dr. Zolo. Si on utilise alpha-2, on ne peut pas combiner avec ACP. Ou si dans le primaire, on utilise ACP, on peut donner une petite dose alpha-2 pendant la procédure si tu veux. Bonne question. Fait que
beaucoup de gens, puis je sais que ça a été enseigné jusqu'à un certain point, là, même dans la même pré-med, là, pas juste plus tard, mais dans la pré-med, on ne peut jamais combiner ces deux drogues-là parce qu'il y en a une qui vasodilate, puis l'autre qui vasoconstricte, fait que le chien va juste pogner en feu. C'est un peu plus complexe que ça, là, la pharmacologie. Ce qui va arriver, c'est pas exactement ça. On va avoir une bradycardie avec une hypertension, puis par la suite, on va avoir peut-être une plus grande vasodilatation, mais c'est quand même deux drogues que je combine fréquemment. Je les combine fréquemment, pourquoi? Ben, quand j'ai des patients très, très, très anxieux, chiens, là, la CP chez le chat, j'ai jamais trouvé que c'est magique. Ça prend des doses souvent plus hautes qui ont plus d'effets cardiovasculaires. Mais pour le chien, ce que j'aime de l'ACP, c'est que ça dure plus longtemps que l'alpha-2 en général et on risque d'avoir un meilleur réveil. Mais chez les patients cardiaques, il faut juste revenir aux objectifs que j'ai donnés puis checker si on peut le donner ou pas. On va-tu avoir le diapo suite à la conférence? Malheureusement, je ne donnerai pas la diapo. C'est beaucoup de temps à préparer, mais vous allez avoir l'enregistrement. Fait que, en plus de la diapo, vous allez avoir ma magnifique. Non, c'est pas vrai. Vous êtes pogné avec moi là, qui vous explique tout ça. Donc, vous allez pouvoir revoir ça sans problème. Si ça vous intéresse, c'est juste que moi, je ne vais pas donner des diapos dans le vide parce que je l'ai fait dans le passé, puis je ne trouvais pas que ça avait des bons résultats dans les cliniques si on n'adapte pas à votre réalité. Fait que moi, je vais vous donner une recette qui n'est pas applicable à vous parce que, exemple, vous n'en avez pas de monitoring. Fait que vous allez donner une petite dose de Dexdo, puis là, tout le monde va capoter parce qu'il est bradycarde. Ben, pour vous, il faudrait changer cette recette-là. Donc, je vais juste m'assurer de vous donner des recettes qui sont adaptées. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. J'essaie. Il y en a dans le Q&A. Q&R. Quelle dose d'ACP vous considérez légère à modérée? Quelle dose d'ACP vous considérez légère à modérée? Parfait. Fait que des petites doses, ça dépend toujours de la taille du patient. Un patient de grande taille, donc un chien de 50-60 kilos, par exemple, ben 0,05, 0,005 à 0,01 mg par kilo, donc 5 à 10 microgrammes par kilo. Ça serait des petites doses adaptées à un gros chien. Un petit chien, 10 à 20, donc 0,01 à 0,02 mg par kilo. Pour un petit chien, on peut monter peut-être à 0,03, mais plus qu'on monte, mais plus qu'on va avoir de vasodilatation. Est-ce que tu as du temps Ouais, encore je les pour... vois. Ben, juste rapidement, pour sténose articulaire pulmonaire, maintenir la volémie normale, vas-tu donner un petit bolus même si tu n'as pas d'hypotension et traiter l'hypovolémie sans hypotension? Non, hein? Fait que si je crois que j'ai de l'hypovolémie mais que ça ne cause pas d'hypotension, pour l'instant, ce que je vais faire, vu qu'il est cardiaque, je vais peut-être me retenir un peu plus. Après ça, bon, ça dépend c'est quoi ma suspicion d'hypovolémie. Ça fait 10 minutes qu'on a échappé le pédicule ovarien dans le fond du chien, puis ça saigne en cochon. Ben, même si je n'ai pas encore d'hypotension, peut-être c'est juste un bug de mon moniteur ou c'est juste que le chien est tellement vasoconstricté pour compenser que oui, je vais me fier à ma clinique, je vais me fier à ce qui se passe, je vais sûrement donner des bolus. Mais si le patient va bien, puis il est normotensif, puis il n'est pas non plus sévèrement tachycarde et normotensif, là, qui serait un signe de compensation peut-être d'hypovolémie, ben, j'attendrai. NaCl avec drip de Ket et Dexdo, 2,5 ml par kilo pour chat, c'est ça. Là, j'imagine, vu qu'on parle de drip, on parle de 2,5 ml par kilo par heure, right? Parce que si on donne un bolus de ce drip-là, je ne le recommande pas. Fait que des bolus de fluide, il faut que ce soit des fluides sans drogue dedans. Fait que si on parlait de 2,5 ml par kilo par heure, ça dépend de votre recette. Fait que si vos recettes sont adaptées, oui, en diminuant le débit, vous allez encore avoir des dosages qui font du sens. Si vous êtes intéressé à savoir, là, on peut toujours réviser c'est quoi les recettes que vous utilisez. All Hey, right? super, t'as passé à travers toutes les questions. That's it, that's it, that's it. En suant, ça s'en vient, là. La température baisse, on va y arriver. Je quitte cette section. Tic, parfait. CMH, je vais passer peut-être un autre 10 minutes là-dessus parce que au final, c'est une maladie qui est plus fréquente, évidemment, qu'on voit plus fréquemment chez le chat. Donc, nos objectifs, sont causés par quoi? Bien, le problème que notre cœur est trop musclé, se remplit moins bien. C'est un défaut de remplissage, un défaut de fonction diastolique. Okay? En général, la fonction systolique est bonne. On peut avoir des maladies, des CMH avec des fonctions systoliques diminuées. Éviter la tachycardie. Vous me voyez venir, plus le cœur bat vite, moins bien il se remplit, il y a moins de temps pour se remplir. Sûrement que je vais parler de douleur, sûrement que je vais parler de stress. Kétamine, point d'interrogation. Je vous ai fait mon petit speech, ça dépend de c'est quoi les autres choses qu'il reçoit. Puis, évidemment, de votre dose aussi. Glycopyrrolate, point d'interrogation. Ça dépend de c'est quoi la raison pourquoi vous l'utilisez. S'il est normocarde, ne donnez pas du glycopyrrolate, ne faites pas augmenter sa fréquence cardiaque dans une zone de tachycardie. Mais s'il est bradycarde et hypotensif, bien, il pourrait quand même bénéficier d'un anticholinergique. Allez-y par contre à des dosages peut-être plus bas pour trouver juste la bonne dose là, pour faire augmenter là, sa fréquence cardiaque. Donc souvent, là, les dosages de glycopyrrolate, on parle de 5 à 10 microgrammes par kilo ou 0,005 à 0,01 mg par kilo. Éviter une diminution de la poche-charge. Donc là, c'est l'inverse de tantôt. Tantôt, je dis, on ne veut pas le vasoconstricter parce que ça va augmenter la régurgitation dans ma valve mitrale. Là, c'est l'inverse. Je ne veux pas trop diminuer ma poche-charge parce que pour un principe de physique que je vais vous épargner, OK, s'il y a moins de résistance, le sang va accélérer et en accélérant, on risque d'avoir plus d'effet
obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche. OK? Donc, peut-être un peu trop complexe, mais en gros, on veut éviter l'isoflurane, on veut éviter la cipromazine. De toute façon, cette maladie cardiaque-là, c'est souvent plus chez les chats. La cipromazine, comme j'ai dit, jamais été full impressionné chez les chats. Il y a des bons protocoles avec la cipromazine, mais c'est souvent des 0,05, 0,07, 0,1 mg par kilo, des dosages plus élevés. Définitivement, je ne donnerais pas ça avec un chat qu'une CMH. Éviter une surcharge volémique, mais maintenir la précharge. Je me répète, vous êtes rendu des pros maintenant. Petit bolus rapide pour vous décider si ça va, puis si ça fait effet, si ça a aidé notre patient, sans faire du 20 ml par kilo sur 20 minutes, surtout pas chez un chat là, qui a un volume sanguin plus bas. Je vous la donne, ma petite recette de CMH, si c'est l'autre qui est plus fréquent. Ce n'est pas une recette avec des dosages, parce qu'encore là, s'il vous plaît, adaptez-la au patient et adaptez-le à votre connaissance de ces drogues-là et à votre aisance à gérer les complications. Mais en pré-prémed, vu que c'est les chats en général, gabapentin, opioïdes, plus ou moins de l'alfaxan IM, c'est bon. Les chats en général sont assez petits pour qu'on ait des volumes qui soient raisonnables. Dexdo, point d'interrogation. Vraiment, vraiment, vraiment selon l'aisance de votre équipe à gérer ce qui va suivre. Donc, une bradycardie, hypertension suivie d'une bradycardie normaux ou hypotension. Puis ça dépend aussi de la sévérité de la maladie. Mais si je reviens à mes objectifs rapidement, on a dit éviter la tachycardie. Ah ben, la dexdo, ça fait plus de la bradycardie. Éviter une diminution de la post-charge. Ah ben, la dexdo, ça fait plus une augmentation de la post-charge. Fait que c'est peut-être plus cette maladie-là chez laquelle je me permets d'en donner plus fréquemment, toujours en évaluant le besoin du patient d'en recevoir, puis les bénéfices que j'ai aussi d'en donner. Ça va faire de la bonne neurolaxation, une analgésie qui est intéressante combinée aux opioïdes. Donc, la dexdo, je me permets. Puis, les effets cardiovasculaires de la dexdo, plus on les augmente, plus c'est un plateau. Mais à des petites doses, souvent, on a des effets qui sont un peu moins importants. La vasoconstriction initiale, elle est souvent très similaire, mais elle va durer beaucoup moins longtemps. Fait que des petites doses autour de 1-2 microgrammes par kilo, des fois, on va avoir un peu moins d'effet. Encore là, c'est patient dépendant. Benzodiazépine, aucun problème. Ça va être écrit dans tous les rapports d'échocardio. Et c'est vrai si votre patient s'adapte bien avec ça. Très, très vieux ou vieux et moribond. Moribond parce que je suis instable ou jeune. Donc, mon état mental, mon statut neurologique n'est pas mature. Il y a plein d'études. Une ancienne étude, puis des études un peu plus récentes qui ont essayé d'évaluer justement l'effet de la Médéto, de la Dexmédéto là, sur les chats avec des maladies cardiaques. C'est pas magique, hein, ça diminue le débit cardiaque, ça va causer de l'hypotension, mais comparativement à d'autres protocoles, on peut avoir des complications des fois qui sont similaires, juste pas similaires en termes de, c'est la même, sont différentes, mais en termes de sévérité. Je vais être franc avec vous, mon expérience personnelle. La Dexdo, c'est une drogue qui a besoin qui a besoin de connaissances au niveau du monitoring. Vous devez savoir ce que ça peut causer, comment gérer ces problèmes-là et savoir si c'est un problème aussi. Mais si vous avez ces outils-là, sur une CMH, on peut se permettre. Préoxygénation et induction, propofol toujours à effet, alfaxan à effet. Je ne serais peut-être pas un ketval sur un chat à CMH parce que d'un, c'est une dose d'induction de la kétamine, donc plus proche de 5 mg par kilo. On a dit que ces effets sont dose dépendants, plus de chances d'avoir une tachycardie. On a dit qu'on ne voulait pas ça chez la CMH. Maintien isoflurane le plus bas possible avec monitoring complet. Je me répète, je me répète, je me répète. Analgésie intraop, des blocs locaux régionaux, je me répète. Des petits bolus d'opioïdes, on peut le répéter une fois. Après deux fois, là, s'il y a eu sa prémed plus intraop, ça ne fait toujours pas effet. Cherchons ailleurs. Un peu de Dexdo. Hein? Un peu de Dexdo, c'est 0,5 à 1 microgramme par kilo. Vraiment des petites doses. Il faut faire souvent de la diluée pour être précis, là, des 0,01 ml, s'il vous plaît, on évite ça. Kétamine, même chose. Souvent, il faut pouvoir la diluer sur un chat. Des drips aussi. Drip de Dexdo peut-être plus approprié. Drip de kétamine à des petits dosages. Ça peut vraiment moins à ne pas causer de tachycardie, mais il faut faire attention. Patient léger, bolus de midase, bolus de Dexmed, kétamine, point d'interrogation, drip, point d'interrogation. Puis analgésie post-op, évidemment, pas d'acétaminophène chez le chat, mais INS, buprenorphine sublinguale, plus ou moins gabapentin. Donc, la CMH, c'est quelque chose que vous allez voir plus fréquemment, que vous allez souvent devoir sédater anesthésie en clinique. Comprenez aussi que les sédations, juste un point, puis je vais en parler à la fin, ne sont pas moins risquées que les anesthésies. Fait que faut juste vraiment comprendre que c'est tout aussi risqué et souvent plus parce qu'on monitore moins nos patients durant ces procédures-là. On a presque fini nos maladies cardiaques. Je prends les questions après. La CMD, la maladie que vous n'allez sûrement pas vouloir anesthésier, puis je vous encourage à rester avec cette opinion-là. Évidemment, ça dépend de la sévérité. On peut avoir une CMD avec encore une fonction systolique normale, c'est une maladie légère, beaucoup plus simple à gérer qu'une CMD sévère avec dysfonction systolique importante, avec arythmie, entre autres, fibrillation atriale, par exemple. Donc, ces maladies-là plus avancées, il faut vraiment faire attention. Objectifs de cette maladie-là sont reliés au fait qu'on a une force en général de contractilité qui est diminuée, donc un débit cardiaque qui est diminué, puis aussi une dilatation de notre ventricule gauche qui va causer
Ben, une surcharge volémique parce qu'on n'éjecte pas bien le sang, éventuellement plus de risque d'insuffisance cardiaque congestive ou de décompensation cardiaque avec chute du débit important. On veut maintenir une fréquence cardiaque normale, donc pas trop haut, pas trop bas. Un rythme sinusal. Donc, il y a des arythmies, il faut les gérer avant, s'il vous plaît. Il faut vraiment mettre ce patient-là en mode on le stabilise avant son anesthésie si c'est possible, si ce n'est pas une situation d'urgence. Donc, savoir reconnaître et traiter la bradycardie, je ne l'ai pas écrit, mais savoir reconnaître et traiter les arythmies, minimiser l'isoflurane. Honnêtement, sur les CMD, souvent, je ne mets pas d'isoflurane. Je vais faire des séries de propofol, par exemple, ou d'alfaxan. Éviter une surcharge volémique, mais maintenir la précharge. Je me répète, pas besoin de revenir là-dessus. Faites très, très attention avec vos bolus de fluide sur une CMD. C'est vraiment la maladie là, qui pourrait décompenser assez facilement. Donc, il faut qu'il vous donne un grand, grand signe d'hypovolémie là, pour décider si vous le bolusez ou pas. Maintenir la contractilité, hyper, hyper, hyper important. Vous allez me voir venir encore une fois. Minimiser l'isoflurane, super, super important. J'ai été généreux là. J'ai dit pas plus que 1, 1,5, mais ce serait pour une maladie peu sévère. Maladie sévère, souvent, ça va être peu ou pas d'isoflurane, donc des vapeurs d'isoflurane à zéro. Puis on va le remplacer par autre chose, comme j'ai dit, potentiellement propofol, alfaxan, qui ont des effets aussi négatifs, mais un peu moins de vasodilatation que l'isoflurane. Possible série de dobutamine, souvent une drogue malheureusement qu'on n'aura pas, mais qui est hyper utile pour augmenter la contractilité là, de ces patients-là. Inotrope positifs autres sont possibles, mais en général, c'est la dobutamine qu'on va viser. On évite à tout prix, à tout prix, à tout prix l'augmentation de la post-charge. La post-charge, c'est la vasoconstriction, si vous voulez, là, si je simplifie ça. Donc, éviter la douleur, éviter le stress, éviter les alpha-dogonistes à tout prix chez ces maladies-là. Anecdote, une fois, on travaille avec un autre département qui fait moins souvent des sédations. Il donne une sédation avec butard d'exdo sur un bouvier bernois qui n'a pas de souffle. Comme on sait, les CMD, il y en a plusieurs qui peuvent être occultes. Il y a plein de maladies qui peuvent être occultes. Les CMD, il y en a souvent fréquemment qui sont occultes. Ce chien-là avait une CMD occulte. J'étais super fier des gens qui ont donné la sédation parce que dès qu'ils l'ont donné, ils ont monitoré leur patient. Pas obligé de compliqué, là. Juste un stéthoscope, on prend le pouls. Hey, il est tachycarde. Après avoir donné la Dexdo, mon chien est tachycarde. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. On nous appelle, le chien est en train de faire un arrêt, puis on a réversé les drogues, on a fait un massage rapide parce qu'il finalement il est tombé en arrêt, on l'a réversé. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le chien avait une maladie, cardiomyopathie dilatée extrêmement sévère, avec un pronostic assez sombre, qui devait être mis rapidement là, sur de la médication pour augmenter un peu sa durée de vie, mais qui n'était pas non plus un pronostic magique. Donc, évidemment, ça va arriver, ça, que vous avez des complications sur un chien, vous ne savez pas qu'il est cardiaque, et il y aurait des compensés avec n'importe quelle drogue, si vous voulez mon avis. La cépromazine aurait fait d'autres problèmes, puis j'aurais pas pu l'antagoniser. Fait que je dis pas que sur un CMD, j'aime mieux la alpha-2 que la cépromazine, c'est faux, mais je dis pas que je capote sur la CP non plus. Question, commentaires, insultes, suggestions. Alors oui, on a quelques questions. Combien de temps on peut garder les sacs de fluide pour les drips? OK. Super, super bonne question. Fait que ça dépend de la recette que vous faites. Ça dépend de dans quel fluide vous mettez vos drogues. Ça dépend de comment vous faites ces fluides-là aussi. Donc, je ne veux pas être plate avec mes questions mes réponses sans réponse, là, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne peux pas vous recommander plus que ce qui est recommandé par les fabricants de ces drogues-là. Et c'est que dès qu'on dilue la drogue, ben, on dilue aussi les agents de conservation. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas vous garantir, une fois dilué, qu'il n'y aura pas une contamination si, par exemple, la personne qui a reconstitué le sac ou qui a injecté les drogues dans le sac ne l'a pas fait de manière stérile. Donc, je ne peux pas vous recommander de le garder plus que pour le moment de son utilisation, qui est la journée d'utilisation. La réalité, c'est que de la manière que moi je les prépare, avec une asepsie vraiment importante, bien identifier votre sac pour pas qu'il y ait de bolus qui soit donné, ben moi, je me permets de les garder une semaine et je change les rallonges en bas là, de la fluido pour jamais qu'il y ait de contamination entre mes patients. Mais c'est ma responsabilité et s'il y a une complication, c'est moi qui vais gérer les complications. OK, parfait. Juste pour te dire, si tu regardes dans le chat, les questions, ça commence à 8h15. Donc, 8h15. oui. Donc, tu dilues Dex méthétomidine dans quoi? Puis le restant de la question, tu viens d'y répondre, là, c'était la conservation, mais avec quoi tu dilues Dex? Parfait. Je me permets de la diluer dans du LRS. Je me permets de la diluer dans de la saline en général. Je vais être franc, il faudrait que je regarde la compatibilité pardon, avec le plasma light. Je ne m'en rappelle juste plus. Il y a des tableaux là-dessus, je pourrais regarder. Mais souvent, je le fais soit LRS ou saline, excuse-moi, ou saline. La question juste avant, par contre, de la médétomidine au lieu de la DEX, c'est quoi la dose? Donc, petit résumé rapide. La médétomidine, c'est un mélange racémique de deux molécules qui sont des images miroirs, la dexmédetomidine, qui est l'ingrédient actif,
puis la lévomédétomidine. Donc, l'équivalent là, de 10 microgrammes par kilo de médéto, ben, j'en ai 5 microgrammes par kilo de dexdo là-dedans, qui est la chose active. Donc, si vous passez de médéto à dexdo, on divise par 2. L'inverse, on multiplie par 2. Alfaxan versus propofol. Alfaxan a fait une super bonne job de marketing, là, good job. La réalité, c'est que ce n'est pas plus safe pour les patients cardiaques. Une des différences avec Alfaxan et propofol, c'est que l'Alfaxan, ça se donne IM. Puis l'Alfaxan va peut-être un peu moins, le mot en anglais, c'est blunté, va un peu moins diminuer, affecter euh, le baroréflexe relié à l'hypotension, mais c'est souvent pas nécessairement quelque chose non plus qu'on veut selon les maladies cardiaques. Donc, pour moi, la question, c'est plus grosse dose de ces deux-là ou petite dose. Les petites doses, c'est toujours mieux à effet lentement. Donc, chez un chat qui a un souffle, mais sans diagnostic précis, on peut faire un protocole plus adapté pour une CMH. Quelle bonne question. On est arrivé à cette partie-là, c'est la dernière partie. Ça fait déjà 1 heure depuis qu'on a commencé la présentation. Il y a encore pas mal de monde, là, c'est nice. Euh, donc, je vais y arriver. S'il n'y a pas d'autres questions, sinon je les prends tout de suite Ouais. après. Mais justement, qu'est-ce qui arrive quand on a un souffle cardiaque sans diagnostic? Bien, il faut aussi à tout ce qu'on a vu dans la présentation au début. Donc, est-ce qu'on le gère comme un patient normal? Sûrement pas. On ne va pas l'aider. Hein? Est-ce qu'on le gère selon c'est quoi les probabilités les plus grandes du signalement de mon examen physique? Bien, c'est ce que je vous encourage à faire. Donc, exactement ce que vous avez dit. J'ai remis un autre tableau que j'ai trouvé qui est similaire en termes de race, mais qui est écrit différemment là, pour différentes maladies cardiaques. Et avec son signalement, avec où est-ce que j'entends mon souffle, basal ou apexien, avec peut-être la qualité du souffle, ben, je vais pouvoir me dire c'est peut-être plus cette maladie-là. Si c'est un souffle de bas grade, si c'est un patient plus jeune, ou si c'est un chien de grande race avec un bas souffle, donc, pardon, un souffle de grade bas, là, 1, 2, ben, des fois, ça peut être des souffles physiologiques. Je ne vais pas le traiter comme un souffle physiologique. Je vais assumer que c'est une maladie cardiaque. Je vais essayer de trouver c'est laquelle la plus probable. Puis, je vais bien l'expliquer au client. Je vais dire, on sait qu'il y a un souffle. On comprend que là, soit on n'a fait aucune investigation ou certaines investigations pour parler de la sévérité. Si on les a faites, ben, est-ce qu'on a on a des indices qui c'est sévère ou pas? Si on ne les a pas fait, ben, je vais faire de mon mieux. Je vais mettre tout le monitoring que j'ai. Je vais l'adapter. Je vais l'approcher comme la maladie qui est sûrement la plus probable. Mais il faut comprendre que je n'ai pas toutes les pièces du puzzle pour répondre à la question est-ce que je fais le protocole le plus sécuritaire pour ce patient-là? Puis, ce n'est pas juste une question de protocole, comme j'ai dit, c'est savoir gérer les complications. Fait on le gère, on joue au casino, puis on joue les probabilités. Mitiger le risque, ça, c'est votre travail, en fait. Mon but, là, il y en a des risques en anesthésie. J'essaie de le diminuer au maximum selon mon contexte clinique. OK? Ce n'est pas le même contexte dans un centre versus dans une clinique d'un vétérinaire qui pratique seul disons, en région. OK? On n'aura pas nécessairement les mêmes équipements, on n'aura pas nécessairement les mêmes ressources avec le personnel. Fait qu'on faut s'adapter puis mitiger notre risque au maximum. Les risques anesthésiques classiques, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est toujours la même chose. Hypotension, bradycardie, sang froid, des fois ils peuvent désaturer, des fois ils peuvent hypoventiler. Ceux qui, pour moi, qui sont souvent sous-estimés, c'est est-ce que j'ai l'équipement disponible pour gérer ce patient-là? Moi, si tout ce que j'ai en clinique, c'est une SPO2, là, ben, je vais passer à côté de beaucoup de choses. Hein. Je n'aurai pas de mesure de pression. Je ne pourrai pas rien parler au niveau cardiovasculaire. Si je n'ai pas la température en général, vous l'avez. Mais si je n'ai pas de capno-ECG, ben, ce n'est pas la fin du monde. Il y a plein d'autres choses qui me manquent. Fait que faut vraiment se poser la question. Sur un patient normal, peut-être que j'étais plus à l'aise, mais sur un patient avec beaucoup de risques, est-ce que c'est suffisant? Mes connaissances, est-ce que c'est suffisant? S'ils ne sont pas, ça, c'est simple à régler. On va les chercher. Des formations comme ça, on a des ressources en ligne aussi qui sont gratuites, qui peuvent être super intéressantes. Puis, c'est quoi mon personnel disponible? Hein? Je ne vais pas aller gérer mon bulldog anglais cardiaque sévère le jour où tout le monde est en vacances dans ma clinique. T'sais. Fait que juste essayer de mettre ça, mettre ça dans la balance. Là. Risque spécifique, insuffisance cardiaque congestive, on en a parlé. C'est quoi? Son oreillette est-tu plus grosse? Au radio, j'ai-tu des signes d'une cardiomégalie? J'ai-tu des signes chez le chien plutôt d'une congestion des vaisseaux pulmonaires? Diminution du débit cardiaque. Est-ce qu'il est déjà hypotensif avant même que je donne des drogues? Il est-tu déjà tachycarde? Est-ce que j'ai déjà des arythmies? Tout ça, ça va vous aider à décider c'est quoi le risque. Maintenant, comment est-ce qu'on mitige le risque? Donc, comment est-ce qu'on diminue le risque? Premièrement, on a du monitoring, puis on sait comment l'utiliser. C'est génial. J'ai vu une grosse augmentation de la motivation des gens à s'équiper en monitoring. Je vous dis, c'est ça qui va faire la grosse différence dans la qualité des soins que vous allez donner en anesthésie. Mais souvent, il manque juste le je l'ai, mais je ne suis pas trop sûr de comment checker un ECG. Je l'ai, mais je ne sais pas que ça mange en hiver un capnographe. Je l'ai, mais pour la pression, à part donner du gluco, je suis assez limité. Fait qu'il faut vraiment se demander est-ce que j'utilise à plein escient mon monitoring? Deuxième chose, est-ce que je sais comment gérer les complications? Il ne faut pas que ça soit hey, aujourd'hui,
je feel comme un bolus parce que je viens de manger une pomme, puis c'est le même que je feel. Ou, il fait chaud, je pense que je vais juste augmenter les fluides. Non, ça prend des manières très, très standardisées de traiter les complications. Ces traitements-là viennent avec des arbres décisionnels, des algorithmes. C'est la même chose qui est faite en médecine humaine. C'est une bonne décision de faire ça comme ça. Pourquoi? Ça vous déstresse. Hein, ça ne va pas bien. Là, souvent, dès qu'on est stressé, on réfléchit moins bien. Affichez dans votre salle de chirurgie, on a ces algorithmes-là. Puis ces algorithmes-là vous disent, bon, ben, ton chien est hypotensif. Welcome to the hypotension game. Première étape, X. Deuxième étape, première étape, on essaie d'inuser l'ISO. Deuxième étape, est-ce qu'il est bradycarde? Si oui, voici comment tu pourrais le traiter. Troisième étape, est-ce que tu as des signes d'hypovolémie? Oui, on pourrait donner un bolus. Hein? Ce n'est pas juste d'augmenter les fluides, il faut donner un bolus pour traiter l'hypotension reliée à l'hypovolémie. Puis sinon, est-ce que tu as des vasopresseurs dans la clinique? Drogues disponibles vont évidemment déterminer beaucoup à quel point vous êtes capable de gérer différents types de maladies cardiaques. All right. Je vais juste finir là-dessus. Mitiger le risque anesthésique, c'est quoi le risque anesthésique? Hein? Un chien en bonne santé, c'est une vieille étude, les stats sont encore pas mal pareils quand je regarde la littérature. Un chien en bonne santé, c'est à peu près 1 sur 2000 qui a une mortalité périnesthésique vraiment reliée à l'anesthésie. Dès qu'on a un chien malade, on monte à 1 sur 75. Malade, c'est ASA 3 à 5. Donc, c'est sûr que les 5 ont beaucoup affecté ce résultat-là. Là. Les 5, c'est une maladie, là, une condition très sévère là, pour laquelle, si le patient n'est pas adressé, on ne pense pas qu'il va survivre plus que 24 heures. Donc, 1,75, beaucoup plus élevé. Les chats, là, même en bonne santé, 1 sur 900. C'est énorme, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de risques de surcharge volémique, parce qu'ils sont plus petits, on peut endommager leur trachée si on ne fait pas attention comment on les intube. En général aussi, ils deviennent hypothermiques plus rapidement en étant plus petits. Donc, c'est vraiment, vraiment gros, puis il faut travailler pour améliorer ces stats-là. Chat malade, 1,70, 71, ça ressemble au chien. Si on compare en médecine humaine, c'est pas pour se trouver poche, c'est pas ça du tout. C'est deux réalités, deux budgets différents, deux nombres de personnes différentes aussi, mais on parle de 1 à 50 à 100 000 pour des patients en santé là, humains. Hein? Fait que c'est vraiment, vraiment moins fréquent. Puis une des raisons, c'est qu'on a un monitoring complet, puis on a des gens qui sont formés pour l'utiliser. Fait que monitoring, en gros, c'est quand je parle de monitoring depuis le début, c'est gestion de l'hypotension, que ce soit au Doppler ou à l'oscillamètre. Comment est-ce qu'on le gère? Est-ce qu'on sait comment le gérer? Est-ce que je peux l'adapter à certains patients cardiaques? Oui. Gestion des arythmies. C'est quoi les hypochondries classiques en anesthésie? Comment est-ce que je peux les reconnaître et les traiter? Gestion de la ventilation. Comment est-ce que je fais quand mon patient est hypoventilé? Hypoventilé, ça me prend un capno pour le dire. Si c'est juste parce qu'il ne respire pas, ben, je me doute qu'il est hypoventilé, je vais le ventiler, mais je n'ai pas assez d'informations nécessairement pour dire s'il ne respire pas du tout, là, il est hypoventilé ou il est apnéique, là, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai moins d'informations si je n'ai pas de capno. S'il s'hyperventile, je vais le voir facilement avec un capno. En dessous des draps, des fois, on ne le verra pas toujours. Gestion de l'oxygénation. L'hypoxémie, c'est classique. Le résultat est bas, on replace la sonde. Il est encore bas, on replace la sonde. Il est encore bas. On essaie une dernière fois de replacer la sonde avec une gaz mouillée qui fait face à la mec et tout. Puis là, si c'est encore un résultat bas, ben, ce qui arrive, c'est qu'on pleure. Fait que, il y a d'autres choses que vous pouvez tenter. Puis, ben, c'est sûr que je n'ai pas le temps à 1 heure et quart là, de couvrir ça avec vous, mais on pourrait facilement le revoir ça ensemble. Donc, en conclusion, en étant très, très suant, désolé, en conclusion, on dit l'air d'un boxeur. Euh, ben, l'importance de la gestion du stress et de la douleur, il ne faut pas le minimiser. OK? C'est correct de ne pas se sentir à l'aise. Une formation comme ce soir va vous aider, mais allez continuer à chercher de la formation, allez lire là-dessus, faites-vous des tableaux résumés, faites-vous des choses qui vont vous aider. On peut vous en faire, on peut vous aider si vous en avez besoin. Et dans tout ça, juste de rien donner en prémède puis de laisser le patient hyper stressé ou hyper douloureux, il ne faut pas penser qu'on est plus sécuritaire. Soyez prêts à gérer les complications. Je pense que je l'ai assez dit, là, j'ai arrêté de vous gosser avec ça. Mais il y a des ressources. Moi, je peux vous aider définitivement. Je peux ajouter selon ce que vous avez déjà ou ce que vous êtes déjà à l'aise de faire. Il y a des ressources gratuites, AAHA, AFP. Vous écrivez ça, là, Guideline d'anesthésie, AAHA 2020, AFP 2018. C'est gratuit en ligne. Votre connaissance des drogues va déterminer la sécurité de celle-ci. OK? J'ai fait une formation récemment, quelqu'un qui ça faisait longtemps qu'elle utilisait les mêmes protocoles, donc elle était très connaissante dans ces drogues-là. D'ajouter de nouvelles drogues, même si on pense que la drogue est plus récente, plus cool, bien, ça ne changera pas le fait que ça va sûrement être plus dangereux pour cette clinique-là parce qu'on ne connaît pas bien ses effets. Donc, c'est vraiment vous qui déterminez si une drogue est sécuritaire. Puis, vous allez pouvoir, en connaissant bien vos drogues, savoir exactement quelles complications vont arriver. Donc, vous allez pouvoir les traiter en n'étant pas stressé. Y a-t-il des questions? 8h30, je pense que c'est raisonnable. Il fait encore clair dehors. Vous avez le temps pour une petite crème à la glace, peut-être un petit verre. Je ne vous encourage pas à boire, mais si vous voulez le faire, Un go lundi. for it. Un Ouais, lundi. j'avoue qu'un lundi, c'est peut-être moins approprié. Hey, merci, Fred. Vraiment, là, le nombre de mots minutes est vraiment extraordinaire. On a Ouais, des questions. Donc, ça commence à 8h30.
Ils sont tous dans le chat pour l'instant. Donc, Parfait. as-tu des arbres décisionnels disponibles pour impression? Oui, fait que on les a pour toutes les complications. La seule chose, c'est que, puis j'ai fait de la formation beaucoup, là, entre autres à l'Académie d'Aubigny, puis on a fait le test, on montre juste l'algorithme, puis on les met face à une situation. Fait que voici l'algorithme, prends 5 minutes pour le lire, ça prend 30 secondes. Prends 5 minutes pour le lire, voici une situation clinique, tu as un chat ou tu as un chien, ça c'est la situation, qu'est-ce que tu fais? Bien, je sais, puis c'est pas parce qu'on n'est pas bon ou quoi que ce soit, mais juste de lire un algorithme sans nécessairement revoir comment ça fonctionne, ce concept-là, cette physiologie-là, ben, ça va faire en sorte qu'on ne sera pas capable de bien l'appliquer. Fait que oui, on en a, mais j'ai arrêté juste de les passer parce que les gens m'appelaient et étaient comme, mais là, je ne comprends pas. Tu sais, ça fait 4 fois que je donne du glyco puis ça ne marche pas. Ah ouais, OK, ben, il faut que tu comprennes comment le glyco fonctionne, puis qu'à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, on passe à une autre drogue, par exemple. Ou c'est peut-être pas la bonne situation dans laquelle tu l'utilises. Donc, hyper, hyper important là, d'avoir une formation avec ces algorithmes-là. C'est pas parce que je veux absolument venir faire des formations dans votre clinique, c'est parce que je vois qu'il n'y a pas de résultat sinon à juste à distribuer des algorithmes. OK. Euh, Donc, l'oxymètre en pré-op, c'est passé. ben, la question, là, c'est que ça dépend vraiment. Début de réponse, non. Mais si tu me dis, gars, moi, Fred, j'ai juste un oxymètre, puis demain matin, je n'aurai pas d'autre chose, mais je suis vigilante, puis j'ai mon stéto, je regarde toujours, pendant que la personne qui prépare, elle regarde toujours si le patient respire, elle fait des spot checks souvent, ben, on va quand même pouvoir s'assurer que le patient n'est pas apnéique, on va pouvoir s'assurer qu'il sature bien avec notre SPO2, puis on va pouvoir avoir une fréquence cardiaque, au moins que le SPO2, s'il lit bien. Fait que s'il lit pas bien, on a un stéto, on peut prendre un pouls, on peut sculpter le patient, mais vous allez voir qu'il va falloir prendre plus de hands-on sur ce patient-là pour être sûr que tout va bien et malgré tout, on n'a aucune idée de sa pression. Fait que j'aurais tendance à dire qu'en pré-op, si vous voulez vraiment réduire les risques, ce n'est pas suffisant. Il y a quand même des manières comme être humain d'être un système de monitoring. Ouais. OK. En pré-primed, est-ce qu'on peut demander au client de l'administrer à la maison au calme avant de l'apporter? On parle sûrement des trazodone, gabapentin, donc oui, pré-prémed. Oui, en général, on va dire à peu près 1 heure au minimum avant l'élément stressant. L'élément stressant, c'est souvent l'auto, c'est souvent la rentrée dans la clinique. Donc, pour que ça fonctionne mieux, c'est ce qu'on va viser. Donc, oui, sans problème, on peut l'administrer là à la maison. Finalement, opinion sur le Zen Alpha. J'y arrive. Ah, Zen Alpha, c'est quoi? S'il y a du monde de décra dans la salle, je veux dire, je relate ce qui est dans les études. Puis ça va être une drogue intéressante pour les sédations. OK? Pourquoi c'est intéressant et pourquoi je ne pense pas que ça va remplacer complètement la Dexdo? Ça va être un entre-deux. Ça va être vraiment intéressant. Puis je pense que ça va faire partie de votre arsenal. C'est que, de un, pour l'instant, ce n'est pas homologué chez le chat parce que le dosage de la deuxième drogue qui est dedans, c'est de la médétomidine et du vatinoxan. En gros, si je fais un résumé rapide, médétomidine, un peu comme dexmédétomidine, un sédatif alpha-2 agoniste. Puis on a un alpha-2 antagoniste périphérique. Donc, le but, c'est de créer la drogue parfaite, qui a juste des effets positifs, analgésie, myorelaxation, sédation, sans les effets cardiovasculaires. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a quand même des effets cardiovasculaires, mais qui sont un peu différents. On a la vasoconstriction initiale, en général, qui va survenir assez rapidement, aussi rapidement que la Dexdo, en termes de vasoconstriction. On a une bradycardie, mais qui est un peu moins importante parce que rapidement, on a une rediminution de la pression vers des valeurs normales à des fois limite hypotensive. Et c'est là que j'arrive avec ça. Donc, ce n'est pas la drogue magique qui va faire en sorte que vous n'avez plus de problème. Vous allez avoir des problèmes qui sont un peu différents. Donc, au lieu d'avoir des chiens très, 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 très bradycardes avec la Dexdo parfois, ça, vous allez en avoir moins. Donc, ça, c'est super pour des sédations. Mais peut-être que vous allez avoir, si vous voulez commencer à monitorer vos sédations avec des mesures de pression, vous allez avoir peut-être des chiens plus limites de la pression, d'une pression hypotensive. Donc, pour les patients cardiaques, pour une sténose, je dirais non. Je parle de sédation ici, hein, pas prémed. Parce qu'en prémed, si vous allez acheter de l'isoflurane après, il va être encore plus hypotensif, donc non merci. Mais pour une CMD, ben, je ne donnerais juste pas d'alpha-dogoniste qui soit dans un combiné avec vatinoxan ou pas. Pour une CMH, sédation de CMH, qu'est-ce qu'on a dit en général? On préfère la bradycardie à une fréquence cardiaque élevée. Vous allez quand même l'avoir, fait on pourrait le considérer, mais en ce moment, moi, ce que je vous dirais, c'est que j'ai peut-être, c'est à peu près une vingtaine de patients, vingtaine de chiens avec les N-alpha. Je n'ai pas haï l'effet que ça le fait. J'ai moins de bradycardie. Une sédation peut-être un petit peu plus rapide, puis c'est ce qui est rapporté dans les études. Des fois, moins besoin de réverser, mais ça, ce n'est pas un gros problème pour moi de réverser, là, puis pour vous, j'imagine non plus. Mais le fait que des fois la pression descende plus bas, c'est pas mieux pour les patients cardiaques. Fait qu'en ce moment, je ne suis pas prêt à dire que le Zen Alpha est une drogue sécuritaire pour les patients cardiaques, parce que ce n'est pas ça non plus que la compagnie dit.
éventuellement, si on a des études qui démontrent qu'exemple, sur une maladie mitrale, ben, ça diminue moins ça augmente moins la post-charge, ben, peut-être qu'on va commencer à le recommander pour des sédations de maladie mitrale, mais c'est toujours un pensez-y bien. Puis tant qu'on n'aura pas d'études, je ne suis pas prêt à dire que c'est let's go, remplissez vos comptoirs de juste ça. Je pense que les autres drogues dans votre arsenal là, restent super importants. Est-ce qu'on peut vous Parfait. envoyer une vidéo de CG pour avoir votre avis? Est-ce qu'un webinaire sur des exemples de CG anormal durant l'anesthésie serait possible? Certainement, c'est un de ceux que je fais le plus fréquemment, là, les ECG classiques en anesthésie. Le code QR, écrivez-moi. Vous allez avoir en fait un formulaire que vous pouvez remplir. Vous me dites c'est quoi la formation que vous voulez. Je vais être franc avec vous pour l'été, c'est pas mal rempli mes formations. Je le mentionne ici, il y a encore 133 personnes. Ce vendredi, j'ai un désistement. J'étais supposé avoir une formation dans le coin de Québec, fait que je vais être dans le coin de Québec, mais j'en ai pas. Si jamais une clinique veut une formation ce vendredi, avec exception cet été, j'ai de la place, fait que écrivez-moi. Sinon, C'est ça combien, va fin août. c'est combien de temps? Ton bloc, c'est quoi? T'as-tu Pour des. ECG, c'est une formation d'environ 1 heure et demie. Puis en général, quand je suis là, on va demander. Je vais souvent combiner ECG avec gestion de l'hypotension, qui sont souvent deux choses très interreliées, qui aussi sont problématiques. Ben, pas problématiques, mais pour lesquelles on ne se sent pas toujours à l'aise. Fait que ça, souvent, c'est un bloc de 3 heures, les deux ensemble. OK. Puis juste clarifier, quand c'est une formation en site privé là, que vous payez, là, c'est sûr qu'on va émettre des certificats. C'est juste que pour une formation comme ce soir où vous êtes 155, commencer à émettre des certificats personnalisés à tout le monde, là, ça devient beaucoup, beaucoup de travail. Donc, faites-vous-en pas, vous allez en avoir. Et donc, écrivez à Frédéric, ou il y Oui. en a plusieurs, des fois, qui passent par moi, là, parce qu'ils ont l'adresse courriel pas loin à cause du webinaire Je n'ai pas. On a une autre question aussi. Est-ce que vous donnez la formation dans une clinique? Oui, on vient d'y répondre. Encore une fois, je rappelle, si vous allez sur le site de Yvette Mobile, maintenant, la page a été mise à jour et vous allez trouver le service en onglet maintenant sous menu service, un onglet pour anesthésie, analgésie, puis vous allez trouver la liste des services et aussi comment faire la requête. Vous allez tomber sur un formulaire et votre demande va être envoyée directement à Frédéric. Il y a une question qui est passée aussi que je n'ai pas répondu. Quel est votre médicament de premier choix donné comme vasopresseur pour un animal hypotendu en anesthésie? En ce moment, ce que je dirais, c'est que dans les études, je suis pas mal égal avec dopamine et norépinéphrine. Ce que je dirais, c'est que pour une pratique générale, si vous faites des fois des soins sur des patients un peu plus instables, exemple un patient septique, mais là, la norépi est beaucoup plus, va être beaucoup plus utile pour des patients non anesthésiés. Fait que j'aurais tendance à dire, si on veut vraiment une drogue qui se donne en série norépinéphrine, mais encore plus simple, l'éphédrine. L'éphédrine, c'est une drogue hyper intéressante. C'est un vasopresseur. Ça augmente par contre des fois un peu la fréquence cardiaque et ça se donne en bolus, donc beaucoup plus simple. Si ça vous intéresse d'utiliser l'éphédrine, écrivez-moi. Je vais vous expliquer un peu comment l'utiliser. Il faut faire attention, il faut la diluer, entre autres. Je voulais juste mentionner merci de votre écoute durant la présentation. Là. Je savais que j'avais beaucoup de stock à passer à 1 heure et quart, 1 heure et demie. Fait que le débit était là. Désolé si c'était un peu trop rapide, là, mais vous allez l'avoir là, dans l'enregistrement. Au pire, vous le jouerez à fois Ah 0,75 de non, la toi, c'est rapidité. impossible qu'on mette à même 1,25, je pense que c'est impossible. Ouais. Il va falloir le mettre plus lent que ça. Oui, c'est Et ça. il y a une dernière question. Oui, Est-ce est-ce que que les les poux. poux pédales. Oui, ben, tu l'avais, OK. Ah, super. Poupédales dorsales et fémorales sont fiables. Il y avait je dirais que c'est partie d'une étude, puis après ça, ça a comme été devenu du folklore, là, que si on sent le pouls au niveau de l'artère fémorale, la pression est au moins à 60, puis si on le sent au niveau pédale dorsale, oh, pardon. Est-ce que vous m'entendez encore? J'ai Oui, on cliqué sur. t'entend OK, bien. parfait. C'est au moins 90. La réalité, c'est que le pouls, c'est juste la différence entre la systole et la diastole. Donc, exemple, un patient full anémique qui a une fonction, une pression diastolique hyper basse, va avoir un pouls bondissant avec une systole très haute. Vous allez avoir un pouls, justement, qui est bondissant, un pouls important, mais ça se peut que la pression moyenne soit basse. Fait que, je ne dis pas que je ne check jamais le pouls, je le regarde pour regarder la fréquence. Quand ça va vraiment pas bien, je suis comme, y a-t-il un pouls? Tu sais, on peut quand même se guider pour voir est-ce que c'est une situation très mauvaise ou très bonne? Mais en général, je ne peux pas juste dire ah ouais, la pression est bonne juste en prenant le pouls. Parfait. Éphédrine. Oh, pardon. Oui, tu as beaucoup, beaucoup de remerciements, mais à la fin, tu éphédrine à quelle fréquence répétée? Merci pour les remerciements. Merci tout le monde. Éphédrine, à quelle fréquence le répéter? Fait que l'éphédrine, en général, l'éphédrine, en général, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une vasoconstriction et potentiellement une augmentation de la fréquence cardiaque. C'est patient dépendant. Des fois, on a plus l'effet vasoconstricteur, des fois, on a plus l'effet chronotrope positif avec le vasoconstriction. Ça va aussi augmenter l'inotropie. Donc, ça fait pas mal tous les récepteurs adrénergiques. Ça prend 3 à 5 minutes à faire effet. Si après 5 minutes, ça n'a pas fait effet, on peut le répéter, il n'y a pas de problème.
On comprend qu'en le répétant, on pourrait avoir une plus grosse augmentation, donc des fois peut-être répéter une dose un peu plus faible. Mes doses d'éphédrine, c'est 0,05 à 0,1 mg par kilo à adapter selon la taille du patient. Puis, si vous le répétez et que ça ne fait pas effet, ben on arrête. Là. Ça veut dire que ça ne fera pas effet. Là. Pourquoi les patients anémiques ont une diastole si basse? Fait que souvent, quand on est très anémique, notre viscosité sanguine elle diminue. Puis la viscosité sanguine, c'est un facteur qui va déterminer la pression diastolique. En général, aussi, si on est anémique, c'est peut-être parce qu'on a une perte de volume. Ce n'est pas toujours accompagné d'une perte de volume, mais ça pourrait être lié à ça. Puis ça aussi, ça va affecter votre pression diastolique. Euh, merci merci à vous. Merci pour votre temps. Ouais. Très apprécié. Hey, vraiment impressionnant. On est encore à plus de 120 participants. Donc, Bon, petit rappel, euh, vous allez recevoir dans les prochaines journées un infolettre. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous allez en recevoir deux. OK? Donc, regardez dans vos spams des fois, là, vous indésirables. Donc, un pour un genre de simili, c'est pas un certificat, mais un genre d'attestation que vous étiez là. OK? Ça va être très crème glacée vanille. Là. Je vais faire ça simple. Et l'autre, ça va être l'invitation pour le prochain webinaire qui va être le lundi 15 juillet. Puis on va parler de capnométrie. C'est bien ouais. ça? Capnographie, capnométrie. Ouais. Capnographie. Ah, je m'excuse, je suis Bon, on va parler du épouvantable. graphique, fait que Je me suis capnographie. adaptée à José, Marco, pendant 3 Mais ans, puis je change de sujet. Je tu suis vas devenir oh, pro en Anest. Tu vas non. devenir pro en Anest. Et puis, j'en profite pour remercier José, hein, qui s'est dévoué pendant 3 ans. C'est vraiment extraordinaire. Donc, merci, Ouais, José. c'est On vrai. passe à toi. Et puis, donc, prochain webinaire le 15 juillet. Et puis, vous allez avoir l'enregistrement pour celui-ci. Fait que si vous voulez le partager, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, il y a encore Il y a des d'autres questions. questions, Moi, des ça me fait merci, plaisir d'y mais répondre oui, si vous vous voulez. avez. Là, Oui. je n'impose pas de temps à personne. Bonne soirée à tous. Je vous Ben, je pense souhaite qu'on de... va, oui, pour qu'on puisse émettre les certificats, à un moment donné, va falloir On va mettre un que, stop. oui, pour le OK, temps, puis tout parfait. ça, parce Pas qu'à de un moment problème. donné, Pas de là, il va problème. falloir que Je je. comprends. Donc, merci à tous. As-tu un petit mot de la fin? As-tu quelque chose à ajouter Ben, ou? en fait, merci à vous là, de votre présence puis de votre volonté à aller chercher de la formation en anesthésie. Je vous dirais que ça m'a vraiment impressionné là, quand tu fais le move de partir d'une job steady dans un centre à faire de la consultation. Il y a toujours une incertitude. Puis à date, la réponse est là, là. Vous êtes tous très, très présents. Genre, on a vraiment beaucoup de demandes de support direct ou de formation. Fait que vraiment, merci beaucoup. Puis ça va me faire plaisir de collaborer avec vous. Là. Exactement. Puis, moi, ce que je retiens, là, c'est vraiment Fred est super flexible dans le sens de l'offre de service, là. Fait que des fois, si, même au congrès de la MDQ, il y a des gens qui sont venus nous voir et disent ah, ça serait bon si vous montez un tel type de cours. Fait que si vous avez des idées, communiquez avec Fred, puis on va savoir s'adapter. Là. C'est sûr que là, peut-être les prochaines semaines, il est pas mal booké, mais le but, c'est vraiment de qu'on on rehausser le standard de l'anesthésie et de la gestion de la douleur au Québec. Ouais, Avec cette ressource-là maintenant bien dit. disponible à tous. Super. Mais du fond de mon cœur, Frédéric, c'est un plaisir d'animer, un honneur, même si je n'étais Ben, pas merci capable à de toi. tout lire, tu allais plus vite que moi. Et, euh, et là, je vois, ben, pour les questions, je vous invite à communiquer directement avec Frédéric. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.